Dans le cadre donc des formations BAN, PIR, nous vous proposons aujourd'hui le sionisme. Le sionisme, qu'est-ce que le sionisme? Juste pour vous dire que ce sera une formation qui sera en 2 temps, dont la seconde partie se déroulera le 9, c'est ça, c'est le 9 juin, avec d'autres amis, d'autres associations, notamment les étudiants palestiniens. Voilà. Cette première partie va traiter du développement du sionisme jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à avant la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, la seconde partie portera, elle, sur, à partir de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on appelle le sionisme contemporain, la façon dont il s'est développé, voilà. Alors, plusieurs préoccupations, plusieurs questions ont, disons, précédé cette intervention. D'abord, vous le savez, la profusion de sites, d'acteurs politiques qui pensent parler du sionisme, qui prétendent parler du sionisme et qui, souvent, malheureusement, utilisent ce terme à n'importe quelle sauce et pour justifier n'importe quoi, confondant allègrement juifs et sionistes. Alors ça, c'est fait très très souvent, confondant donc allègrement juifs et sionistes, ou alors donnant au sionisme un rôle complètement démesuré par rapport à ce qu'il est, allant même encore plus loin, donnant au sionisme même la capacité d'avoir lui-même engendré l'impérialisme, ce qui est assez extraordinaire, par un curieux retournement de l'histoire, comme on va le voir, comme si le sionisme, c'est en fait le sionisme qui aurait accouché de l'impérialisme et non pas le contraire, de toute évidence, comme on va le voir. Et donc, il nous a semblé tout à fait indispensable d'intervenir sur ce point. Alors, ça n'est que le début, je suppose, d'un long débat, enfin, qui dépassera le cadre d'aujourd'hui, qui pourra se prolonger. Mais nous l'espérons, un débat qui va enfin permettre d'inverser une tendance terrible, dans la mesure où nous pensons sincèrement que le galvaudage de l'expression de lutte antisioniste, et nous nous considérons évidemment comme des militants antisionistes, totalement, radicalement. C'est-à-dire que nous ne pensons pas que le sionisme puisse s'accommoder avec une existence digne, quelle qu'elle soit, aussi bien pour les Arabes, les Palestiniens que pour les Juifs d'ailleurs. Le sionisme pervertit, y compris les Juifs. Enfin, les Juifs sur lesquels on fait reposer cette idéologie, il faut vraiment quand même le savoir. Donc c'est indispensable contre la confusion des temps actuels. Indispensable contre la confusion des temps actuels. Voilà, bon. Si vos amis veulent ajouter quelque chose. Oui. Enfin, par la suite, on va se donner un temps, hein, évidemment, pour un débat, et, bien sûr. Donc, alors, le sujet est très vaste, vous en doutez, il faudrait plus qu'une séance, plus que la séance d'aujourd'hui, même simplement pour aborder la phase qui va donc de la naissance du sionisme jusqu'à même la Seconde Guerre mondiale. Enfin, on va essayer de synthétiser un petit peu. Alors, je précise tout d'abord ce qu'on entend par sionisme. Sionisme, pour nous, c'est bien l'idéologie coloniale occidentale en Palestine qui va utiliser, instrumentaliser les Juifs pour ce mouvement colonial. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. Le sionisme, c'est la question de Palestine. C'est la question de Palestine. On peut bien trouver au XIXe siècle des formes de sionisme qui avaient comme objectif un peuplement juif en Argentine, en Ouganda, dans différents endroits. Mais le sionisme, pour nous, en ce qui nous concerne, c'est d'abord la colonisation de la Palestine. Et on voit bien déjà qu'il y a une démarcation qui se fait avec d'autres mouvements qui mêlent allègrement sionisme ou communautarisme juif, etc. Bon, peu importe quoi qu'on pense de tout cela. Alors le sionisme, en tant que tel, première thèse, le sionisme n'est pas une idée juive. Alors ça c'est important et ça bat en brèche
beaucoup d'idées convenues, le sionisme n'est pas du tout une idée juive. C'est d'abord une idée chrétienne. C'est d'abord une idée chrétienne qui remonte d'ailleurs au premier temps du christianisme. Bon, alors grosso modo, on ne va pas rentrer dans les détails de l'histoire religieuse, mais il faut savoir que au départ, eh bien, pour un certain nombre de chrétiens, y compris, enfin tous les chrétiens, avant même l'avènement du protestantisme, avant même l'avènement de ce qu'on appelle la pensée évangéliste, etc., eh bien, il faut savoir que le christianisme, eh bien, a besoin des juifs. Il a besoin des juifs pour que se réalise la parousie. La parousie, c'est-à-dire le retour du Christ en Terre Sainte, qui devra précéder, comme on le sait, la fin des temps. Bon, alors il y a des tas de nuances, il y a des tas de courants, etc., mais grosso modo, c'est cela. Donc au départ, l'Église, eh bien, a besoin du peuple juif comme peuple témoin de la passion du Christ. Et donc, ce Christ étant parti, bon, il a d'abord une première fois ressuscité, comme on le sait, selon l'eschatologie chrétienne, mais dans un second temps, il devrait revenir. Dans un second temps, il devrait revenir, et pour qu'il revienne, pour que se réalise ce retour du Christ, hein, du Messie, du Christ rédempteur, eh bien, il faut que le décor des temps anciens soit reconstitué. Le décor des temps anciens, c'est-à-dire que les Juifs soient en Palestine, soient tous en Palestine, ou en tout cas la plus grande partie. Or, je résume, il y a des tas de nuances, mais grosso modo, il est indispensable que tous ces Juifs soient réunis en Palestine, pour qu'ensuite, eh bien, il y ait cette fameuse bataille finale, qu'on appelle la bataille d'Armageddon, où vont s'opposer les forces du bien et les forces du mal. Et à l'issue de cette bataille, eh bien, la plupart des Juifs, enfin les deux tiers, évidemment, mourront, hein, et le tiers restant sera converti à la vraie religion. Voilà un petit peu le programme, le scénario qui était destiné, auquel l'Église va s'attacher pendant longtemps. Au bout d'un temps, cette Église va abandonner ce scénario, elle va plus tellement y tenir, mais lorsque le protestantisme va apparaître, et le protestantisme, enfin, et toutes les formes, les variantes, etc., la pensée évangéliste, vont apparaître, eh bien, ils vont reprendre ce thème. Pourquoi ? D'abord par opposition au dogme central, catholique, désormais, pour marquer leur différence, pour marquer leur radicalité. Un mouvement qui apparaît se veut toujours plus radical. Donc eux, ils vont s'attacher, non pas à une lecture, on veut dire une lecture imagée de la Bible, mais une lecture réelle, une lecture concrète. Il faut absolument que se réalise, que tout cela soit réalisé et qu'effectivement les Juifs soient réunis à nouveau en Palestine pour que le Christ puisse venir. Or il y a des variantes, il y en a qui disent qu'il faut d'abord que le Christ revienne, ensuite les Juifs vont aller là-bas en Palestine. D'autres, non, il faut d'abord que les Juifs soient là, etc. D'autres disent qu'il faut d'abord que les Juifs soient convertis au christianisme et qu'ensuite ils aillent là-bas. D'autres, non, c'est pas nécessaire, ils vont... Enfin bon, je vous passe les multiples tendances, on ne va pas s'appesantir là-dessus. Toujours est-il que les premiers défenseurs d'un retour, entre guillemets, des Juifs en Palestine, eh bien, ça a été donc les protestants, toute la pensée protestante. Et l'un des premiers même à l'avoir dit, à l'avoir proposé, en tant que chef d'État, eh bien, c'est un certain Oliver Cromwell. C'est Cromwell, l'anglais, qui, le premier, va mettre en avant, non pas un allée de certains juifs européens là-bas pour des raisons... Non, il va proposer la création d'un État, d'un royaume juif en Palestine. Précisément, donc une forme étatique, hein, précisément. Il y en aura d'autres par la suite. Alors, d'abord, une première chose, aussi un thème majeur, c'est l'idée du retour. Il n'y a pas de retour. L'immense majorité des Juifs n'ont rien à voir avec la Palestine, historiquement. Il n'y a jamais eu d'expulsion des Juifs de Palestine. Ou s'il y en a eu, je suis prêt à observer les preuves. Il n'y a jamais eu d'expulsion des Juifs de Palestine. Il y a eu un bannissement des Juifs de Jérusalem par les Romains, après la révolte, après des révoltes juives, de multiples, enfin il y a eu pas mal de révoltes juives, mais il n'y a pas eu d'expulsion, ce qui veut dire que même le concept de diaspora est un concept pas du tout approprié, mais alors pas du tout. Ou sinon il faut parler de diaspora pour toutes les populations qui sont devenues chrétiennes dans le monde entier, et qui évidemment n'ont rien à voir avec la Palestine. Ce sont des populations converties. Il en va exactement de même pour les Juifs. Les Juifs sont à 99,99% des gens qui ont adopté la religion juive. Ils n'ont absolument rien à voir avec la Palestine. Alors les grands foyers, on ne va pas s'appesantir là-dessus, ce n'est pas le thème central, mais c'est indispensable de le dire. Les deux grands foyers, on le sait, ça va être évidemment le royaume des Khazars au 8e siècle, du 8e au 9e siècle,
royaume des Khazars qui est situé au sud de la Russie, hein, qui va se convertir entièrement au judaïsme. Vous savez, la légende dit que le roi hésitait entre les trois religions monothéistes, qui finalement il a adopté le judaïsme. Donc lui et tout son peuple vont être convertis au judaïsme. C'est un des foyers principaux qui va ensuite essaimer dans l'Europe de l'Est, etc. Quant aux Juifs du Maghreb, grosso modo, le grand foyer, il s'agit de populations berbères qui ont été tout simplement judaïsées. Et comment? Eh bien, par les voies habituelles, par les voies du commerce. Bien avant même les révoltes qui vont donner lieu à la réaction romaine, à la répression romaine, bien avant, exactement comme pour les Phéniciens, exactement comme pour d'autres populations, les Phéniciens, vous savez, dit-on, vont s'installer jusqu'en Tunisie, puisque une importante colonie phénicienne, et ça donnera le royaume, l'empire de Carthage. Bon, ces gens-là venaient du Liban. Je veux dire, personne ne les a chassés du Liban. C'est simplement parce que la Méditerranée a été un vaste espace où il y avait des échanges, des chassés-croisés, de commerçants, etc. Et que, exactement pour les mêmes motifs, bien avant donc la révolte contre les Romains, eh bien, des populations juives commerçantes avaient essaimé tout autour du bassin méditerranéen, exactement comme les autres populations. Des comptoirs commerciaux se sont installés sur la côte du Maghreb, qui vont convertir, et c'est exactement comme cela que ça s'est passé, et pas autrement, exactement comme pour les autres populations. Il n'y a pas de particularisme juif à ce niveau. Ça, c'est une chose. Deuxième chose qu'il faut quand même aussi préciser, c'est que, ça c'est par rapport au droit, eh bien, il faut aussi également préciser que, et là, je sais que c'est un des thèmes principaux, un des missionnistes extrêmement forts, en vérité, on va prendre une figure tutélaire palestinienne, Yasser Arafat, que Dieu ait son âme. Yasser Arafat a certainement beaucoup plus de sang hébreu dans les veines que n'importe quel Israélien. N'importe quel dirigeant israélien qui vient d'un foyer d'Europe de l'Est, comme Ben Gourion, dont le vrai nom est David Green. Ben Gourion, il l'aura pris pour faire couleur locale. Hein. D'ailleurs, on va l'avoir, Ben Gourion, déguisé en arabe, parce que c'était vraiment cela. Les sionistes aimaient beaucoup se déguiser en arabe, hein, pour marquer leur attachement à cette terre. Vous le voyez un petit peu, c'est celui qui est ici. C'est David Ben Gourion, hein, d'accord, chef de l'exécutif sioniste, au début du XXe siècle, à l'époque où les sionistes aimaient beaucoup apparaître en arabe. C'est pas que par la suite qu'ils vont prendre, disons, une... Bon. Excusez-moi. Voilà. Toujours est-il que, par contre, les Palestiniens actuels sont les descendants de tous les peuples de la région, et à commencer par les Cananéens, les Hébreux, qui sont un peuple de la région, ensuite les Romains, les Grecs, les Assyriens, auparavant, excusez-moi, les Assyriens, les Romains, les Grecs, etc., et tous les peuples qui sont arrivés. Les Palestiniens ne descendent pas des Arabes uniquement. Les Arabes sont venus renforcer une population qui était déjà en place. Et ces populations, qu'ont-elles fait? Eh bien, elles se sont converties à toutes les religions successivement. C'est-à-dire que ces populations qui étaient juives, ensuite, vont se convertir au christianisme, ensuite vont se convertir à l'islam. Et jusqu'à nos jours. C'est le même foyer, la même souche de population. Ce ne sont pas des gens qui viennent d'ailleurs. Et c'est ça qui est absolument incroyable dans cette espèce de lecture sioniste de cette terre. La Palestine n'échappe à aucune des autres règles qu'il y a dans le reste du monde. Les Palestiniens sont les descendants de tous les peuples qui étaient présents, à commencer par les Cananéens, et y compris les Hébreux. Alors ça fait toujours très mal aux sionistes de dire que Yasser Arafat ou n'importe quel Palestinien a beaucoup plus de sang hébreu dans les veines qu'eux-mêmes, mais c'est un fait. Qu'est-ce que le juif de Californie, franchement, a à voir avec cette terre? Il va prétendre avoir plus de droits sur cette terre, plus d'antériorité que n'importe quel Palestinien qui est de Naplouse. Mais c'est un mensonge extraordinaire d'avoir fait croire cela. Et jusqu'à aujourd'hui, des gens le croient. C'est ça qui est absolument fabuleux. L'esprit humain n'a aucune limite dans la démesure, dans un sens ou dans l'autre. Toujours est-il que, cela étant dit, eh bien, ce mouvement sioniste, d'abord, il est chrétien. Donc j'ai parlé comment de Cromwell, j'ai parlé d'autres gens, et à partir de l'hérésie, de ce qui était considéré comme une hérésie, l'hérésie protestante, à partir de ce moment-là, les évangélistes, les protestants, ne vont avoir de cesse que de reconstituer ce royaume d'Israël, qui est absolument nécessaire pour ce retour du Christ. Ça, c'est un premier sionisme qu'on pourra qualifier de sionisme chrétien, qui est toujours quand même en acte aujourd'hui. C'est pas de l'histoire, c'est pas du passé. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, aux États-Unis, les églises, qu'on appelle sionistes chrétiennes, sont actuellement celles qui organisent le plus l'immigration vers la Palestine. Ce sont elles qui financent davantage l'immigration vers la Palestine que le gouvernement israélien lui-même. Il faut vraiment avoir ça en tête. Chaque année, elles consacrent des fonds, des sommes considérables, parce qu'elles continuent à avoir cet espoir de reconstituer, notamment le fameux Jerry Falwell, qu'elles continuent à avoir l'espoir de reconstituer ce royaume d'Israël pour ce décor de la parousie. On les a vues très présentes, ces collectivités évangélistes, au moment de la guerre contre l'Irak, aux côtés de Bush, etc. C'est réel.
C'est bel et bien réel. Et il y a un élément idéologique religieux qui entre en ligne de compte, c'est un fait, y compris dans la volonté de détruire l'Irak, ça c'est un fait. Mais ce sont donc ces sionistes chrétiens qui ont été même à l'avant-garde. Et beaucoup plus que certains juifs parfois qui disent, bon, enfin là, ils vont quand même un peu fort. Alors évidemment, les juifs savent très bien le sort qui leur est destiné dans l'eschatologie comment mise en avant. Ils le savent très bien, donc il y a une sorte de jeu de dupe comme ça, c'est absolument incroyable. Enfin ça c'est une première chose, il faut le savoir. Donc ce sionisme chrétien est très actif, et il est très actif tout au long donc, de ce 19e siècle. Et bon, alors, très rapidement, donc on en arrive rapidement au fameux Théodore Herzl. Herzl qui va en 1896 donc écrire son livre L'État des Juifs, non pas l'État juif, mais l'État des Juifs. La mauvaise traduction dit l'État juif, enfin c'est l'État des Juifs. Et il y a une nuance importante parce que c'est dans l'État juif, dans l'État des Juifs, il n'y a pas forcément que des Juifs, d'accord. Dans l'État juif, c'est uniquement des Juifs. Enfin, la nuance était indispensable. Donc, toujours est-il que Herzl, vous le savez, mais alors Herzl, on sait très bien qu'Herzl, c'est pas Herzl en tant que tel, c'est pas Herzl qui invente le sionisme. Avant Herzl, des gens ont mis en avant déjà cette idée. Hein. Birnbaum, c'est un publiciste juif européen, Birnbaum, qui vraisemblablement en 1890 invente l'expression, donc un néologisme qui n'existait pas auparavant, qui est sionisme, du nom d'une des collines de Jérusalem, la colline de Sion. Hein. Donc voilà. Bon. Mais bon, puis il y en a eu d'autres, avant Herzl, il y a Pinsker, etc. Pinsker avec son livre Auto-émancipation, qui préconisait la création d'un État juif. Il ne disait pas encore en Palestine, hein, il y avait différents projets, mais voilà, il pensait que la solution à l'antisémitisme européen, eh bien, c'était effectivement de créer un État juif et que c'était la seule solution pour en finir avec cet antisémitisme. D'autant plus que dans les territoires qui étaient administrés par le tsar, en Russie, donc aux confins entre la Russie actuelle, la Pologne, etc., tout cela, il y avait ce qu'on appelait la zone de peuplement, où les Juifs étaient tenus d'habiter. Ils étaient obligés d'habiter là, c'était ce qu'on appelait la zone de peuplement. Hein. Et dans cette zone de peuplement, eh bien, il y avait déjà l'embryon, c'était une sorte de très vaste ghetto, en fait, hein, qui dépassait, enfin, c'était toute une région. Et donc, on avait déjà l'embryon d'un matériau humain, pour parler, comme les sionistes disent à l'époque, hein, susceptible de constituer un État. Voilà. Donc, le sionisme va d'abord s'intéresser aux populations qui étaient les plus en but à l'antisémitisme, qui étaient les moins intégrées, entre guillemets, les populations juives slaves. Les populations juives slaves. Et ça va être dans cette direction que ça va surtout s'organiser. Donc Herzl, on sait, selon la légende, Herzl qui est donc juif hongrois, enfin né à Budapest dans l'Empire austro-hongrois, et qui ensuite eh bien, va à Vienne, donc travaille pour un journal à Vienne, et ensuite il ira à Paris, il assistera au procès Dreyfus, hein, du capitaine Dreyfus, et dit-on, c'est là qu'il concevra l'idée d'un État juif. C'est là qu'il concevra l'idée d'un État juif, ayant assisté au procès du capitaine Dreyfus. Alors je vous raconte la légende, comment il en arrive à la conclusion que les Juifs ne peuvent pas s'assimiler dans les différents pays, et que la seule solution pour eux, eh ben, c'est effectivement de créer leur État. Alors on est dans l'Europe du 19e siècle, l'Europe qui est complètement traversée par tous ces mouvements nationalitaires, d'accord, bon, alors évidemment, c'est toutes les nationalités, c'est ce qu'on appelle le printemps, hein, le printemps des peuples, hein, le printemps des peuples qui se prolonge tout au long du 19e siècle. Et donc ce printemps des peuples, eh bien, voit des peuples comme les Grecs, comme les Allemands, comme les Italiens se doter d'États unifiés, etc., ce qui n'était pas auparavant. Hein. Et donc, c'est exactement sur ce modèle, dans le creuset des nationalismes européens, que Herzl, hein, donc il est de culture allemande, il est dans l'Empire austro-hongrois, mais il est de culture allemande, hein, eh bien c'est là qu'il va mettre en avant son projet. Alors il écrit son livre, L'État des Juifs, et très rapidement, alors vous savez, des projets comme ça dans l'histoire, il y en a des millions. Il y a eu des millions de projets. Qu'est-ce qui va faire que ce projet, le projet sioniste, va réussir? Parce que l'idée de dire que de tout temps les sionistes ont toujours voulu est un mensonge total. Alors, je pourrais donner une profusion d'exemples, j'en donne qu'un seul. En 1924, on va y arriver, hein, mais déjà une petite projection. En 1924, à un moment où déjà le mouvement sioniste est très puissant, doté de moyens, il a réussi à convaincre la plupart des impérialistes, etc., des impérialismes, pardon. Eh bien, en 1924, il y a combien de juifs? Enfin dans le monde à peu près, grosso modo, il y en a peut-être 6 millions, 7 millions. Bon, bah, il y a seulement 80 000 juifs en Palestine.
Donc comment imaginer que si c'était l'aspiration millénaire, etc., depuis de tout temps, les Juifs ont désiré la mort, comment se fait-il que, à cette époque, alors que les sionistes mettent tous leurs moyens possibles pour que tous les Juifs aillent là-bas, y compris les Juifs de l'Est, qui étaient dans une situation la plus dramatique, c'est un fait, et les Juifs slaves étaient dans des conditions épouvantables, dans les ghettos d'Europe de l'Est. Bon, comment se fait-il qu'il n'y a que 80 000 Juifs en Palestine? C'est un échec. Il faudra qu'il y ait le très puissant mouvement antisémite qui va survenir donc en Pologne, Allemagne, etc., comme on le sait dans les années 30, pour qu'il y ait un départ. Mais 80 000 Juifs en 1924, c'est un échec du sionisme, sur environ 6 millions de Juifs. Donc cette idée est totalement fausse. Un autre exemple, depuis qu'Israël existe, depuis 1948, on considère qu'il y a des centaines de milliers, plusieurs centaines de milliers d'Israéliens qui ont quitté Israël définitivement, parce qu'ils sont déçus pour des tas de raisons. Bon, comment se fait-il que ces gens-là, dans leurs prières, continuent à dire l'an prochain à Jérusalem, mais n'ont pas du tout envie d'y aller? Donc il y a une différence à faire entre effectivement une prière comme cela et une réalité. Parce qu'à chaque fois, c'est ce qu'on nous sort. Tous les Juifs disaient depuis toujours l'an prochain à Jérusalem. Mais actuellement, il y a des centaines de milliers de Juifs qui continuent à dire dans leur prière l'an prochain à Jérusalem, et ils n'ont jamais eu l'intention ils n'ont certainement pas l'intention d'y aller, d'y retourner, parce qu'ils avaient quitté, ils étaient déjà là-bas et ils l'ont quitté. Bon, enfin, je pourrais multiplier les exemples. Il s'agit d'une prière, et il faut savoir que 90% des Juifs religieux étaient totalement opposés à l'idée d'un État juif. Et ça, c'est une affirmation qu'il est très important d'avoir en tête, concernant donc certaines affirmations, qu'elles soient aussi bien d'antisionistes prétendus, qui pour moi sont souvent, en ce qui concerne ces gens-là, sont des antisémites, ou d'antisémites avérés. L'immense majorité des Juifs étaient totalement opposés à un État juif en Palestine, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il y avait des Juifs qui étaient antisionistes. Non, c'est le contraire. Il y avait quelques rabbins qui étaient sionistes. Mais l'immense majorité était totalement antisioniste. Et particulièrement en France. Parce que en France, c'était un très gros échec, le sionisme en France. L'immigration juive comment vers la Palestine. C'est un des pays qui a le moins marché là-dedans. Enfin bref. Toujours est-il que, qu'est-ce qui va donc permettre à ce projet de réussir? Ce projet va réussir, entre guillemets, parce qu'il va s'atteler aux différents impérialismes. Et là, j'en étais à Herzl, il est indispensable de parler de quelqu'un qui va être assez important dans le développement du sionisme. C'est quelqu'un qui s'appelle Eschler. Eschler, alors, il n'est pas seul, il y en a eu d'autres. William Eschler, qui est-il? C'est un chrétien, c'est un protestant. C'est un chrétien, c'est un protestant. Il fait justement partie de ces gens qui... alors, c'est ce qu'on appelle la pensée restaurationniste. On appelle ça la pensée restaurationniste parce qu'elle consiste à restaurer l'ancien royaume. Hein. Donc, tous ces gens-là qui sont partisans, donc ces chrétiens sionistes, on les appelle aussi les restaurationnistes. Or lui, c'est un restaurationniste, William Eschler. Il est polyglotte, il est de double culture, britannique, germanique. Et il va jouer un grand rôle pour présenter Herzl à des personnages importants, à des diplomates, à des potentats, à des princes, etc. Et il va jouer un très très grand rôle pour faire que effectivement, ce qui était une idée, ce qui était un petit livre, l'État des Juifs, eh bien, devienne une réalité. Et donc, William Eschler, c'est important parce qu'il va vraiment conduire Herzl là où il le faut. Donc, on a vraiment là cette collusion entre les premiers sionistes et ces sionistes chrétiens. Et de ce point de vue, c'est vraiment une pensée occidentale. C'est une pensée occidentale. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va présenter Herzl à tous ces potentats. Et alors, Herzl va s'adresser à tous ces potentats, que ce soit comment le Kaiser, Guillaume II, que ce soit François-Joseph d'Autriche-Hongrie, que ce soit y compris le tsar de Russie, qu'il rencontrera même, et y compris son ministre de la police, Plehve, qui était un fameux antisémite, très très connu, organisateur des grands pogroms. Et Herzl va rencontrer tous ces gens-là avec une même idée. Aidez-moi à sortir les Juifs d'Europe, et je vous garantis que ces Juifs ne vous embêteront plus comme révolutionnaires. Donc l'idée que met en avant Herzl, c'est l'idée de la contre-révolution. À un moment où beaucoup de Juifs opprimés regardent du côté de la révolution et sont intéressés par effectivement les idées socialisantes, etc., pour changer leurs conditions, Herzl arrive, et le mouvement sioniste en tant que tel joue bien son rôle, non seulement donc c'est une idéologie occidentale, coloniale occidentale, qui se part de tous les attributs et la vision des indigènes de Palestine qu'ont eu tous les colonialistes dans le monde, mais en plus, c'est une idée contre-révolutionnaire. C'est que Herzl va et s'adresse donc à Plehve, il dit « Je vais vous débarrasser de vos révolutionnaires juifs. Aidez-moi à les sortir de Russie et aidez-moi à les emmener en Palestine. »
aidez-moi à les emmener en Palestine. Et c'est le même discours. Alors, bon, ça marche, plus ou moins. Donc, il va y avoir un certain nombre de, de juifs qui vont commencer à partir. Ça va être surtout dans un premier temps, des juifs qui sont emmenés en Palestine par des philanthropes. Des philanthropes comme la famille Rothschild, baron de Rothschild, le baron de Hirsch. Mais il s'agit de créer en Palestine des colonies. Il s'agit de créer en Palestine des colonies qui effectivement ont un but de rentabilité capitaliste. Il ne s'agit pas encore de créer un État en tant que tel. Alors avec des mouvements comme par exemple les amants de Sion, etc. C'est un certain nombre de mouvements qui existent à la fin du 19e. Mais Herzl, lui, il a en tête vraiment un État. Et pour cela, il lui faut l'appui d'un véritable impérialisme qui aura intérêt à cela. Et c'est progressivement que, évidemment, ses yeux vont se tourner vers l'Angleterre. Alors lui, il va mourir avant, évidemment, que ça se concrétise du côté de l'Angleterre, mais ses successeurs vont le faire. C'est l'Angleterre, et là, bon, on va un petit peu écourter, enfin, c'est l'Angleterre qui va, la première, en tant qu'impérialisme, s'intéresser à l'idée d'un État juif. Le mouvement sioniste, en Palestine, ne pouvait pas réussir. D'ailleurs, il va prospérer grâce à deux guerres. La Première Guerre mondiale va mettre en place le projet, et la Seconde Guerre mondiale va apporter, pour parler comme les sionistes, le matériau humain, c'est-à-dire la masse qu'il fallait grâce à l'antisémitisme européen, occidental. Sans ces deux guerres mondiales, il n'y aurait jamais eu d'État sioniste aujourd'hui en Palestine. Donc le sionisme est vraiment enfant de l'impérialisme, à plus d'un titre. Il est enfant de l'impérialisme dans son projet, il est enfant de l'impérialisme dans sa réalisation. Il fallait d'abord la Première Guerre. C'est la Première Guerre qui va tout bouleverser. Alors je passe les détails, mais cette Première Guerre va faire que l'Angleterre, vous savez, enfin le Royaume-Uni, va s'intéresser à une idée d'État juif. Alors quand on voit la carte, on voit tout de suite pourquoi. Pour des considérations qui n'ont rien à voir, évidemment, comme le dit par la suite Winston Churchill. Winston Churchill dira par la suite, après la Seconde Guerre mondiale, les Juifs doivent, alors qu'il est sioniste convaincu, c'est un grand colonialiste, hein, il a été premier lord de l'amirauté, etc. Et Churchill aura cette phrase, après la Seconde Guerre mondiale, à un moment où il y a déjà les combats en Palestine, c'est une autre histoire, mais quand même, il dira, les Juifs doivent savoir qu'ils ne doivent le soutien à leur projet à aucune considération concernant les concernant. Que en fait, ce soutien au projet sioniste est uniquement dû à des considérations stratégiques de la Grande-Bretagne d'abord. Hein, donc il n'y avait aucun amour de philo-sémitisme dans le soutien au projet sioniste. Il faut vraiment avoir ça en tête. C'était au contraire une instrumentalisation. Alors, la Première Guerre mondiale arrive, vous savez, on ne va pas s'arrêter là-dessus, mais enfin, les Arabes combattent aux côtés des Britanniques, ils combattent les Turcs, hein, ils combattent les Turcs ottomans, il y a déjà des mouvements nationalistes au sein du monde arabe, ils combattent les Turcs ottomans, c'est l'histoire de Laurence d'Arabie, le fameux agent britannique Laurence d'Arabie, qui est chargé d'amener les tribus arabes à combattre aux côtés des Britanniques, et en échange de quoi? C'est l'accord Hussein-McMahon, 1915, un accord entre Hussein et McMahon, au terme desquels, si les Arabes s'engagent à combattre aux côtés des Britanniques, eh bien, après la victoire des Alliés dans la Première Guerre mondiale, eh bien, les Alliés consentiront à laisser s'établir un vaste royaume arabe sur toute la péninsule arabe. Donc, y compris la Palestine, bien sûr. Toute la péninsule arabe devait devenir un vaste royaume dirigé donc, par la famille des Hachémites. On connaît la suite. Ensuite, les Hachémites vont être écartés du pouvoir parce que pour les Britanniques, les Hachémites sont pas assez dociles, et ils leur préféreront les Ibn Saoud, qui étaient beaucoup plus dociles que les Hachémites. Et ce sont eux qui ensuite ramasseront tout et seront mis au pouvoir. Toujours est-il qu'au cours de cette première guerre mondiale, il va y avoir trois accords absolument très importants qui vont sceller le sort de la Palestine. Alors je l'ai dit, il y a d'abord l'accord Hussein-McMahon 1915, ensuite 1916, ce sont les accords Sykes-Picot. Les accords, enfin l'entente Sykes-Picot, parce que ce n'est pas un accord, puisque c'est quelque chose qui a été fait secrètement. Ça a été fait secrètement, les accords Sykes-Picot. Et là, vous avez la carte. Que se passe-t-il? Eh bien, les Français, les Anglais, Edmund Sykes et George Picot, le Français, Edmund Sykes, le Britannique, et George Picot, le Français, se retrouvent clandestinement, c'est ce qu'elle veut dire, dans un hôtel. Et ils se retrouvent pourquoi? Ils se retrouvent pour se partager le Moyen-Orient. Et là, vous avez la carte. Alors, dommage parce que tout à l'heure, voilà, elle est beaucoup plus grande.
Et alors, ils ont un stylo, et enfin, ils ont un crayon bleu, ils ont un crayon rouge, enfin, ils ont différents crayons, ils ont une boîte de crayons de couleur avec eux, ils ont pensé à tout. Et puis, ils sont simplement en train de se moquer des Arabes. Ils sont en train de bien rigoler entre eux parce que ils ont signé un accord. Enfin, les Britanniques ont signé le fameux accord, l'entente Hussein-Macmahon. Les Arabes y croient dur comme fer, ils ont combattu. Ils vont avoir beaucoup de pertes dans cette guerre contre les Turcs ottomans, contre les Ottomans, parce que c'était pas rien, c'était quand même une armée assez importante, l'armée ottomane. Et d'ailleurs, il faut le dire aussi il faut quand même préciser, que les Arabes sont divisés, qu'il y a aussi beaucoup d'Arabes qui combattent dans l'armée ottomane. Donc n'allez surtout pas croire que tous les Arabes sont comme un seul homme du côté des Britanniques. Non, non, pas du tout. Les Arabes étaient divisés. Un certain nombre combattent dans l'armée ottomane. D'accord? Bon, toujours est-il que, alors que les Arabes croient dur comme fer à cette histoire d'accord Hussein-Macmahon, et qu'après la guerre, eh bien, enfin, ils pourront eux aussi établir leur nation, eh bien non, on les trompe, et là, on a ces accords Sykes-Picot. Mais à l'époque, les Arabes n'en savent rien. Et comment est-ce qu'ils vont le savoir? Ben, ils vont le savoir en 1917. Pourquoi en 1917? Ben, parce qu'en 1917, je m'écarte là pour que vous puissiez avoir la teneur de... Parce qu'en 1917, il y a une révolution en Russie. Et il se trouve que lorsque les bolcheviks eh bien, arrivent à Saint-Pétersbourg, enfin à Pétrograd, eh bien, c'est la même ville, hein, donc ils trouvent dans les archives du ministère des Affaires étrangères, donc c'était la capitale, ils trouvent des documents. Ils trouvent le document de l'entente Sykes-Picot, parce qu'ils étaient plus ou moins liés à cette entente au départ, les Russes. Pour cause de révolution, ils vont être écartés, mais du coup, eh bien, les bolcheviks trouvent cela. Et bien, que font les bolcheviks? Ben, c'est logique. Les bolcheviks, ils transmettent ça aux Turcs ottomans, en disant, regardez ce que les impérialistes que vous combattez, ben, c'est logique, parce que les bolcheviks sont aussi opposés aux impérialistes, regardez ce que les impérialistes ont concocté. Alors les Turcs ottomans vont se faire un plaisir de dire aux Arabes, regardez ce que vos amis ont concocté de votre dos. Et les Arabes n'y croient pas, mais non, ce n'est pas possible, nos amis britanniques, nos amis français ne peuvent pas nous avoir fait ça, c'est absolument impossible. Et c'est comme ça que les Arabes vont être mis au courant de l'entente Sykes-Picot. Pendant qu'eux combattaient et mouraient pour les impérialistes, eh bien en fait, dans leur dos, ils étaient en train d'être dupés, tout simplement. Alors ils vont demander des éclaircissements britanniques, qui vont continuer à mentir, en disant, mais non, c'est absolument faux, mais ce sont des racontards, ce n'est pas vrai du tout. Ils vont nier jusqu'au bout. C'est ça qui est extraordinaire, surtout. C'est même pas le premier mensonge, c'est le second qui est encore plus extraordinaire, qui est fabuleux. Ils vont continuer à mentir, jusqu'au moment où ça va être réellement réalisé. Enfin, voilà. Voilà, donc vous le voyez, il y avait plusieurs zones. Hein. Donc, zone rouge, administration directe des Britanniques. Alors ça allait loin, hein. Ça englobe toute la région, vous l'avez bien compris, jusqu'à l'Irak, ça englobe tout le Moyen-Orient. C'était le plan des Occidentaux pour nous, pour les Arabes, voilà. Et alors là, on avait donc la zone rouge, administration directe anglaise, et là c'était une zone arabe, c'était une administration sous tutelle, faire croire aux Arabes qu'ils ont une sorte de petite autonomie là. Là pareil, zone arabe A, là pareil, faire quoi bon. Alors le bleu ce sont les Français, et le rose-rouge là ce sont les Britanniques. Voilà. Alors, ça c'est une chose. Et comme c'est encore trop vaste, tout cela va être encore découpé par la suite. Hein. Bon, chacun dans sa zone va encore découper, on va créer le Liban, on va créer la Syrie, les Britanniques créeront la Jordanie, enfin bref, tout ça. Et ça c'est une chose, ça c'est les accords Sykes-Picot. Et ensuite, bien sûr, 1917, alors on a accord Hussein-Macmahon, comme accord Sykes-Picot, et ensuite la déclaration Balfour, la fameuse déclaration Balfour, qui date donc de l'automne 1917. Alors il faut savoir que cette déclaration Balfour a été en fait précédée par une tentative de déclaration Balfour, mais à la française, proposée par Cambon, hein, un diplomate français, qui propose aux sionistes exactement la même chose que Balfour. Quelques mois auparavant, mais les Français vont se faire avoir. Mais ça aurait pu être les Français, il faut le savoir. Hein, les deux impérialismes anglais, britanniques et français sont vraiment en grande concurrence. Hein, donc finalement, les Britanniques ont convaincu davantage. Et alors, pourquoi la déclaration Balfour? Alors ce n'est pas dû au fait que les Juifs seraient surpuissants, alors comme on l'entend, et qu'ils auraient imposé, pas du tout. D'abord deux déterminants, on peut le dire. Alors il y a encore un déterminant religieux. Balfour, mais aussi Lloyd George, le Premier ministre britannique de l'époque, Balfour étant le ministre des Affaires étrangères, d'accord, sont de sacrés, eux aussi, restaurationnistes. Ce sont des restaurationnistes. C'est-à-dire qu'idéologiquement, ils adhèrent totalement à l'idéologie restaurationniste. Ce sont des sionistes chrétiens. Et il y a ce Lloyd George qui un jour d'ailleurs fera sensation en disant
D'abord, il ne quittait pas la Bible, hein, il avait toujours la Bible comme livre de chevet, et il aimait bien dire à tout le monde, depuis que je me suis replongé dans les Saintes Écritures, j'ai enfin compris toute la complexité de cette région. C'est fabuleux. Donc il était convaincu avec la Bible d'avoir exactement la clé, l'explication de toute cette région. Alors il était très content, et donc il y a un déterminant religieux. Balfour, c'est pareil, hein, donc ils sont presbytériens et anglicans, les deux, l'un presbytérien, l'autre anglican. Toujours est-il qu'il y a des déterminants religieux. Balfour, alors Balfour non seulement donc un restaurationniste, mais c'est un grand antisémite aussi, Balfour. Il était connu pour son antisémitisme farfelu. Absolument. Il était aussi connu pour son grand colonialisme, évidemment, surnommé Bloody Balfour par les Irlandais, à cause de la répression qu'il mena en Irlande, bien évidemment. Alors, toujours est-il qu'il y a ce déterminant religieux, mais c'est d'abord le déterminant impérial, évidemment. Et la carte était là tout à l'heure, on peut la remettre. Évidemment, quel est l'intérêt? Alors, quel est l'intérêt des Britanniques là-dedans? C'est évidemment créer un État qui sera allié de la Grande-Bretagne à côté d'une zone extrêmement sensible, le canal de Suez. Le canal de Suez, ce sont les yeux de la Grande-Bretagne. Elle donnerait tout pour le canal de Suez. C'est la route des Indes. C'est la route des Indes. Sans canal de Suez, le Royaume-Uni est privé de sa colonie indienne. Pour aller en Inde, il faut absolument le canal de Suez. Ou sinon, on fait le tour par l'Afrique. Hein. Et là, ça devient... Donc le canal de Suez est absolument indispensable pour des raisons stratégiques. D'ailleurs, entre parenthèses, on peut aussi évoquer cet aspect, bon, on n'a pas eu le temps de s'arrêter, mais la Palestine, c'est extraordinaire. La Palestine, c'est la clé de la Méditerranée. C'est la clé du Moyen-Orient. La Palestine est exactement à la confluence des 3 continents. Et au plan stratégique, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Qui contrôle la Palestine contrôle toute cette région. C'est en Palestine qu'aboutissaient les caravanes qui arrivaient d'Orient auparavant, au Moyen-Âge. Hein. C'est dans cette région, Liban-Palestine. D'accord? Donc c'est évidemment très très important. En plus, il y a des ports en Palestine. Haïfa deviendra le seul port en eau profonde des Britanniques lorsqu'ils seront installés en Palestine. C'est un port en eau profonde extrêmement important. Jaffa est une grande capitale économique également. Déjà à l'époque, vous savez, les oranges de Jaffa s'exportent en Europe depuis le 19e siècle. Ils n'ont pas attendu Israël, hein, les fameuses oranges de Jaffa qui seront implantées en Floride. Les oranges de Floride, les plants viennent de Palestine. Les plants d'orangers de Floride viennent de Palestine. Hein. Donc déjà à la fin du 19e, les Palestiniens exportaient des oranges. Hein, la Palestine ottomane. Vers l'Europe. Hein. Il y a des photos qui montrent, et voilà. Toujours est-il que les Britanniques, c'est le déterminant stratégique. Le déterminant stratégique, et puis aussi un autre déterminant, ils sont convaincus qu'en proposant un État juif, on est en 1917, l'année 17, c'est le tournant de la Première Guerre mondiale, c'est le grand tournant de la Première Guerre mondiale. Il y a la révolution, évidemment, qui couve. Il y a déjà eu une première révolution en février, donc en Russie. Il y en aura une seconde en octobre. Et évidemment, les Alliés sont inquiets. Ils sont inquiets parce que les bolcheviks, les révolutionnaires, ont émis l'idée que dès l'instant où ils arrivent au pouvoir, ils se retirent de la guerre. Ils retirent la Russie, et là, comme vous le savez, la Russie était alliée aux Britanniques et aux Français. Or, si la Russie se désengage, la Russie devenue bolchevique, révolutionnaire, se désengage de la guerre, alors les Allemands, enfin les puissances continentales, les Allemands et les Autrichiens, ne seront plus pris en sandwich. Et donc, ça va permettre aux Allemands de rapatrier beaucoup de forces du front de l'Est vers l'Ouest. Donc, il est indispensable que l'effort des Soviétiques, enfin que les Russes restent dans la confrontation. Et donc, on pense, avec cette déclaration de Balfour, on pense, finalement, attirer, ils pensent, les Alliés, attirer à eux les Juifs des empires centraux, d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie. Si les Juifs des empires centraux cessent d'être fidèles aux Allemands et aux Autrichiens, ils pensent ainsi qu'ils vont saper l'effort de guerre, voilà. Et que finalement, et puis également, surtout, bien sûr, j'oublie les Juifs bolcheviques. Les Juifs qui étaient très très importants dans le parti bolchevique, qui étaient très nombreux. Donc si ces Juifs sont attirés et sont séduits par les sirènes d'un État sioniste, exactement comme le proposait Herzl, ils vont cesser de soutenir le parti bolchevique, qui ne pourra pas faire la révolution. Donc la Russie restera dans la guerre aux côtés des Alliés. Donc ce sont vraiment des considérations stratégiques. Et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas, ce qui prouve encore une fois que les théoriciens du complot ont tout faux, c'est que les Juifs vont rester parfaitement fidèles à leurs armées respectives. Ils vont rester parfaitement fidèles, les Juifs allemands vont continuer à combattre sous l'uniforme allemand, les Juifs autrichiens vont continuer à combattre sous l'uniforme autrichien, et les Juifs bolcheviques vont continuer à mettre en place le projet révolutionnaire.
c'est que de ce point de vue, la déclaration de Balfour n'a absolument rien changé. C'est important de le préciser. Là-dessus, les Français d'ailleurs voulaient la même chose, à peu de choses près, avec la déclaration Cambon, Jules Cambon, enfin Paul Cambon, son frère Jules. Paul Cambon, c'était la même chose, hein, c'était effectivement attirer à eux les Juifs par ce projet d'État sioniste. Bon, toujours est-il que la guerre se termine, les Arabes, c'est notre histoire, sont dupés, donc on leur partage leur pays, comme on l'a vu, et puis du coup, eh bien, il va y avoir donc plusieurs actes. Bon, c'est pas la peine de s'arrêter dessus, mais enfin, il faut quand même le savoir. Il va donc y avoir plusieurs actes. Bon, dès la paix conclue, donc la conférence de la paix en 1919, donc à Paris, Versailles, etc. Ensuite, la conférence de San Remo, et puis la Société des Nations qui avalise l'établissement des mandats britanniques et mandats français. Mandats britanniques et mandats français sur toute cette région. Les Britanniques deviennent mandataires de la Palestine. Et là, eh bien, ils mettent en application la déclaration de Balfour, c'est-à-dire permettre l'établissement d'un foyer national juif, mentant également sur les termes, puisqu'un foyer national juif, ils vont jouer sur les mots, ça n'est pas un État, disent-ils, c'est un foyer national. Il peut y avoir un foyer national sans que ce soit un État. C'est ce qu'ils vont répondre à chaque fois aux Arabes. Mais bien évidemment, personne n'y croit, et tout le monde sait bien que c'est d'un État dont il s'agit. Donc les Britanniques vont prendre possession, effectivement, ils vont prendre possession de cette région. Les Français, alors, regardez, il y a un premier découpage, qui est plutôt horizontal, et puis un second découpage, qui va être vertical. Dans leur zone, les Britanniques, Irak, Palestine, et les Français dans leur zone, ça va être Syrie, Liban. Hein, donc deuxième découpage, les Français vont créer le Liban en arrachant le Liban à la Syrie. La Palestine, c'était la Syrie du Sud, mais personne ne se soucie des populations. Personne ne se soucie absolument évidemment des populations et des désirs des populations. Quelqu'un dira d'ailleurs par la suite, c'est extraordinaire les Arabes. Les Arabes ont combattu aux côtés des Alliés dans cette première guerre. Ils ont payé, comme on dit, le prix du sang. Et ils vont être traités de façon pire encore que les Allemands, qui étaient les ennemis et qui ont été vaincus. L'Allemagne n'a pas été démantelée. L'Allemagne n'a pas été démantelée. Le monde arabe qui était allié des Britanniques a été démantelé. Ah évidemment, certains disent, bah, qu'est-ce que ça veut dire là, on a l'impression de s'être fait duper. Mais non, mais non. Alors, comme évidemment il faut faire un petit peu illusion, les Français et les Anglais vont quand même donner un lot de consolation aux Arabes, ils vont donner un lot de consolation. Dans un premier temps, les Alliés vont donc laisser s'établir un gouvernement arabe à Damas, sous la direction de Faisal, d'accord, un des fils donc, du shérif de la Mecque, Hussein. Et puis ensuite, comme les Français doivent prendre possession de la Syrie, bon, on va chasser Faisal, on va l'envoyer dans les déserts là-bas, hein, voilà, et puis on va lui donner l'Irak. Mais bon, c'est vraiment un royaume sous tutelle, on va le mettre sur le trône d'Irak. Et puis quant à Abdallah, l'autre fils du shérif de la Mecque, Hussein, eh bien lui, on va lui donner la Jordanie, enfin la Transjordanie à l'époque. On va créer l'émirat de Transjordanie, qu'on va arracher à la Palestine, et on va le mettre sur le trône de Transjordanie. C'est un lot de consolation également, mais totalement sous tutelle britannique. Et puis c'était aussi pour les Britanniques une façon aussi de réduire l'appétit des sionistes, parce que les sionistes à l'époque ont un appétit gigantesque, et voulaient également la Transjordanie. Ils ne voulaient pas se contenter d'ailleurs vous l'avez là, donc la Palestine mandataire, vous voyez, la Transjordanie hein, va être arrachée par les Britanniques, ils veulent en faire une grande base britannique, directe, d'accord. Et puis un État tampon aussi, un État tampon avec l'Arabie. Et puis donc voilà, vous avez un petit peu ce projet hein, de 1922, au moment où le mandat est avalisé par l'ONU, la Société des Nations. Alors, juste par rapport à ces mandats. Donc évidemment, il s'agit d'un déni de justice total. C'est totalement illégal. Le mandat, c'est une fiction. Ça a été inventé. Il n'y avait jamais eu d'histoire de mandat. D'abord, la Société des Nations vient d'être créée au lendemain de la Première Guerre mondiale. Les États-Unis, comme vous le savez, n'en font pas partie. Et puis, il y a eu cette histoire de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les 14 points du président des États-Unis, Wilson, qui dit voilà, tous les peuples ont droit à l'autodétermination, etc. Et les Arabes ont vraiment cru que ça les concernait également. Si.
toujours sourire, ce genre de choses, quand les Arabes pensent que que les bonnes choses les concernent. Non, non, les mauvaises choses qui les concernent. Donc les Arabes leur disent, mais nous aussi alors. Non, non, pas vous, oui, c'est autre chose. Donc toujours est-il que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ben, ils y croyaient vraiment, et bien non. Eh bien non. En fait, quand Wilson même parle de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il pensait uniquement aux États, aux prochains États en Europe centrale, histoire de mettre un petit peu d'ordre dans tout cela là. Hein. C'est là que la Tchécoslovaquie va être créée. Bon, et par la suite, la Yougoslavie va être créée également. Bon, ces nouveaux États qui vont être créés hein, sur les décombres de tous ces empires centraux. Mais ça ne concerne pas les Arabes, ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. D'ailleurs, Wilson aussi était un grand colonialiste. Hein. C'était pas non plus un ami des peuples. Donc, toujours est-il que là-dessus, la Société des Nations qui vient d'être créée avalise les mandats. Et bien sûr, c'est un déni total de justice qui va totalement à l'encontre de tout ce qui était mis en avant, les promesses de l'après-première guerre mondiale, un nouvel ordre mondial, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les sionistes osent se prévaloir de ce mandat, de ce système des mandats. Alors, il faut savoir également que parmi les mandats, on va donner des mandats, vous savez à qui? À l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud aussi va avoir des mandats, mais alors sur des colonies africaines. La Namibie, par exemple. Bien l'Afrique du Sud, qui est bien sûr qui est déjà un État colonial, raciste et tout ce qu'on veut, comme tous les États coloniaux, eh bien va hériter aussi du mandat sur la Namibie et les ex-colonies allemandes. Hein, donc c'est l'Afrique du Sud qui va hériter de tout ce qui était le domaine colonial allemand, le petit domaine colonial allemand. Et toujours est-il que, pour vous dire dans quel esprit ces mandats se font, du coup les Palestiniens se retrouvent à devoir supporter tout cela. Alors le mouvement sioniste, on l'a vu, est un mouvement qui est né vraiment dans le creuset européen, dans le mouvement des nationalismes européens, qui est complètement imbibé de toute la vision, la vision péjorative, la vision raciste sur ces peuples indigènes, qui sont des peuples évidemment pas civilisés, etc. Mais il y a une nuance avec le colonialisme classique. Une grande nuance, c'est que le colonialisme en Palestine n'est pas un colonialisme classique. C'est un colonialisme de peuplement, et même de refoulement. Parce qu'avant de peupler, il faut d'abord refouler la population indigène. Et de ce point de vue, le sionisme est un colonialisme de peuplement, de refoulement, totalement comparable à ce qu'on pourrait appeler l'américanisme. En quelque sorte, c'est Elias Sambar, l'historien palestinien, qui utilise cette expression, et qui est bien trouvée. Il existe une idéologie américaniste. La façon dont les Indiens ont été traités en Amérique du Nord est totalement similaire à celle dont avec laquelle les Palestiniens ont été traités. C'est-à-dire qu'il s'agit d'abord de refouler et ensuite de peupler. Avec encore cette nuance qu'il peut y avoir entre la Palestine et l'Amérique amérindienne, c'est que, il ne s'agit pas d'établir pour moi de valeur entre le peuplement indien, amérindien et le peuplement en Palestine, mais ce qui se passe en Palestine et ce qui va être ressenti, c'est que les Palestiniens, finalement, avaient un mode de vie qui n'était pas si éloigné que cela de l'Occident. Enfin, je m'explique. La Palestine n'était pas du tout cette terre marécageuse dont on parlait. C'était une terre où il y a des villes. On ne parle jamais des villes en Palestine. Mais c'est une terre où il y a des villes très importantes. Des villes très importantes. Ce ne sont pas des petites villes. Yafa, Haïfa, Raqqa, ce sont des villes importantes qui connaissent l'Occident aussi bien que les Occidentaux. D'ailleurs, il y a des photographies qui sont tout à fait étonnantes de l'entre-deux-guerres. On voit des familles de la bourgeoisie palestinienne, mais qui sont absolument très proches, même dans leur mode de vie, d'autres Occidentaux. Donc ce que je veux dire, c'est que ce qui va être particulier à la Palestine, c'est qu'au moment où une bourgeoisie palestinienne se constitue, bourgeoisie arabe en général, hein, en termes de classe, au moment où une bourgeoisie palestinienne, une bourgeoisie arabe, au début du XXe siècle, eh bien, aspire, comme tous les bourgeoisies du monde d'ailleurs, à prendre les rênes d'États nationaux et à jouer leur rôle de bourgeoisie, quoi qu'on en pense, c'est à ce moment-là qu'un mouvement sioniste arrive et dit « dégagez de là, c'est nous ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est que on n'a pas affaire à des populations. La différence en termes de socio-technique, on va dire, entre les Palestiniens et les sionistes qui arrivent n'est pas si grande que cela. Elle n'est pas du tout si grande que cela. Il y avait en Palestine, d'ailleurs on va le voir, il y a des tas de photos qui vous le montrent, notamment dans l'excellent livre de Khalidi, Avant leur diaspora, livre de photos qui est extraordinaire. Et on le voit bien en Palestine, dans les années 20, des années 30, il y a des écoles professionnelles, il y a des clubs de foot, il y a tout cela. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à des populations, à quelques vagues bédouins, comme on l'a vu. Quoique les bédouins ont parfaitement le droit d'être vagues bédouins, de toute façon. Hein, la question n'est pas là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a accentué cet aspect
pour montrer le mouvement sioniste comme étant un mouvement de modernité, cette fameuse modernité, ce qui ne serait pas du tout une justification, on est bien d'accord, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce qui va être ressenti comme d'autant plus terrible par la bourgeoisie palestinienne, mais aussi les autres catégories de population. Et il va y avoir donc cette union contre le projet sioniste aussi, à cause de cela. D'accord? Alors, toujours est-il que c'est l'établissement du mandat. Donc le sionisme a ça de particulier que c'est un mouvement colonialiste de peuplement qui doit refouler. Et il a un problème, c'est qu'il manque de matériaux humains. Il n'y a pas assez de colons. La disproportion est énorme. La disproportion est énorme. Il y a environ 80 000 en 1924. Hein. On va dire il y a 80 000 colons sionistes en Palestine. Il y a 80 000 colons sionistes en Palestine. Il y a 600 000 Palestiniens. Il y a 600 000 Palestiniens. Donc le fameux slogan « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre », ça fait doucement sourire. Cette terre est bel et bien peuplée. Et Herzl n'a pas voulu voir qu'elle était peuplée. C'est assez intéressant, d'ailleurs, c'est dit par tout le monde. Il refusait de voir cela, parce que pour lui, l'arabe était à éliminer exactement comme... repoussé, mais c'est même pas... Il n'y a même pas ce côté haineux, à la limite, c'est simplement les arabes étaient comme les ronces, comme les rochers, les pierres. Il faut les écarter, simplement. Est-ce que vous avez de la haine contre la fourmi que vous écrasez? Même pas? Vous l'écrasez comme ça? Ben, c'est exactement pareil pour les arabes. Donc on ne peut même pas parler de haine. La haine, quelque part, ça humanise. Quelque part, ça humanise d'avoir de la haine pour quelqu'un. Là, non. C'était les Arabes sont un obstacle, simplement. Il faut les écarter, de n'importe quelle façon. Mais comme ils sont encore trop nombreux au moment du mandat britannique, alors il faut les écarter, et on ne sait pas comment faire pour les écarter. Alors c'est là que va se mettre en place la stratégie sioniste qui donne sa caractéristique à ce mouvement colonial. C'est que, d'abord, il faut éviter de se levantiniser, comme disait Ben Gurion. Il faut éviter de s'arabiser. Parce qu'on l'a vu, les croisés, vous savez, au Moyen-Âge, lorsqu'il y a eu les croisades, quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent, mais en vérité, les croisés ont été orientalisés au bout d'un moment. Bien évidemment. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui était reproché. Il y a eu 5, 6, 7 croisades, on va dire. Eh bien, à chaque fois, ceux qui arrivaient, ils ne comprenaient pas, parce que ceux qui étaient déjà là, ils pensaient les trouver avec... habillés à l'occidental, enfin comme au Moyen-Âge, etc., avec cette grande haine, avec un mur de séparation entre les populations, et pas du tout. Ils arrivent sur place, en Palestine, enfin, ce qui était le Moyen-Orient, enfin l'Orient des croisades, et ils trouvent des populations qui sont très mêlées souvent. Et la plupart des croisés sont complètement orientalisés. Ils parlent l'arabe, très souvent. Et d'ailleurs, il y a des tas d'ouvrages, même de l'époque, il y a un fameux ouvrage qui est connu, c'est Oussama, prince syrien. Ce sont les mémoires d'un prince syrien de l'époque, du Moyen-Âge, et il raconte ses amis croisés, etc. Enfin, il y avait une interpénétration totale. Et d'ailleurs, du coup, ça étonne et ça scandalise les vagues successives de croisés qui arrivent et qui disent on ne comprend pas, on pensait trouver des gens farouchement opposés donc à ces orientaux, etc. Et qu'est-ce qu'on voit? Et voilà. Alors, ils les appellent les poulains. On appelait les poulains les croisés qui étaient orientalisés comme ça. Donc, la grande inquiétude du mouvement sioniste, c'est que ces colons, finalement, finissent par se fondre. Parce que le Moyen-Orient, c'est extraordinaire. C'est un ensemble fabuleux, magique, qui a la capacité d'absorber toutes les populations. Toutes les populations. Il est très difficile de créer un apartheid au Moyen-Orient. C'est une région où on a 21 communautés officielles, si je prends le Liban d'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas en Europe avec cette idée peut-être déjà, et très tôt, les prémices d'État-nation étaient déjà en place. Hein. Toutes ces minorités ont été exterminées en Europe, on le sait bien, en France par exemple. Hein. Les Occitans, la croisade des Albigeois, etc. Les Cathares, tout ça, ça a été exterminé. Hein. Voilà. On ne veut voir qu'une seule tête, hein, on ne veut voir aucune oreille dépassée. Mais au Moyen-Orient jusqu'à aujourd'hui, voilà, c'est un problème. Comment établir un apartheid dans un monde aussi divers, avec toutes les religions de la Terre, avec toutes les populations de la Terre, avec toutes les langues de la Terre? Enfin, toutes les langues de la Terre, je m'entends. C'est très difficile. Donc les sionistes sont face à un problème. Ils sont face à un problème. Comment éviter finalement d'être intégrés, d'être assimilés, eux, au Moyen-Orient? Et c'est la grande inquiétude de Ben Gurion, par exemple, hein, qui dit on va se faire levantiniser. Donc il faut établir un mur. Il faut établir un mur. Et ce mur, eh bien, voilà, il va se traduire comment? Travail juif, terre juive. Dès les années 30, enfin, les sionistes vont mettre en application, même la fin des années 20, eh bien, bon, on résume, hein, il faut absolument aucun contact avec l'élément arabe. Alors, premièrement, la terre. Ces fameuses terres dont on a parlé, qui auraient été achetées, etc. Bon, alors on va rapidement tordre le cou à cette idée. En 1945, lorsque l'ONU va commencer à se pencher sur la question de Palestine, eh bien, le mouvement sioniste possède 6% de la Palestine. C'est-à-dire que 94% de la Palestine sont entre les mains des Arabes. Ça, ce sont des chiffres officiels.
En termes de terre arable, de terre cultivable, eh bien, c'est peut-être 8%, 9% des terres cultivables sont entre les mains du mouvement sioniste. Donc comment peut-on, avec 8% des terres, prétendre faire récupérer tout le reste? C'est absolument incroyable. C'est-à-dire que donc ces achats de terres, finalement, ça n'a pas bien marché du tout. Les terres ont été achetées surtout à ce qu'on appelle des propriétaires abstentionnistes. Des gens qui habitaient à Damas, qui habitaient à Beyrouth et qui possédaient des terres en Palestine et qui les vendaient sans se préoccuper de qui était, sans se préoccuper de ce qui sera la vie des métayers une fois que cette terre aura été vendue. Je donne un exemple. En un coup, par exemple, dans le nord-ouest de la Palestine, au sud de Haïfa, en un coup, une terre va être vendue au mouvement sioniste par un grand propriétaire, ce qu'on appelle absentéiste, qui habitait à Beyrouth. Il va vendre sa terre, très grande portion de terre, qui va être l'équivalent, on va dire, d'un département français, pas des départements français, enfin d'une petite région administrative en Palestine. Une énorme portion de terre. Eh bien, en un coup, 24 villages étaient présents. Ces villages, au cours des siècles, les propriétaires avaient changé. Mais les paysans continuaient à payer des impôts. De toute façon, le propriétaire, il ne le connaissait même pas. Il continuait à payer des taxes, plutôt, aux représentants du féodal qui étaient là, et peu importait qui était le véritable propriétaire. Parce que de toute façon, leur vie ne changeait pas, ils étaient métayers sur cette terre. Sauf que les sionistes vont introduire quelque chose de nouveau, qui était inouï, qui ne s'était jamais vu jusque-là, et c'est là le fondement même, et un des caractères propres aux sionistes, c'est qu'ils précisaient, dans les contrats, lorsqu'une terre était achetée à un grand propriétaire, ils disaient, la terre doit être livrée vide d'habitants. Et c'est cette petite clause qui était là, vide d'habitants. Et c'est ça qui va tout changer. C'est que dès l'instant où la terre doit être vidée de ses habitants, c'est-à-dire que ces métayers qui habitaient sur cette terre depuis des siècles, qui ne savaient même pas qui était le propriétaire de cette terre, étaient expulsés par qui? Par la troupe britannique. Et en un coup, on a eu par exemple 24 villages qui ont été vidés. Les gens ont été jetés sur les routes, comme ça. C'était ça le sionisme. Donc cette histoire de terre qui était achetée, ça fait doucement rigoler. Jamais les petits propriétaires ne vendaient leurs terres. Et pourtant, la rente foncière avait considérablement augmenté, parce que les capitaux sionistes avaient fait considérablement augmenter évidemment le prix de la terre. Et effectivement, mais en dépit de cela, je vous le dis, en 1945-47, ils ne possèdent que 6-7% des terres. Ce sont des chiffres officiels, des pourcentages officiels. Et donc c'est un vrai problème. Donc la terre doit être livrée vide d'habitants. Et c'est comme ça que le mouvement de contestation va commencer à naître. Tous ces paysans qui se retrouvent sans terre, qui vont s'accumuler dans les premiers bidonvilles, au sens propre du terme, puisque du côté de Haïfa par exemple, eh bien c'est vraiment près de la raffinerie de Haïfa que ces Palestiniens vont aller habiter, dans des bidonvilles, construits avec les bidons de la raffinerie de Haïfa. C'est exactement de là que vient l'expression bidonville. Raffinerie donc de pétrole. Et c'est là que le mouvement insurrectionnel palestinien va prendre corps, ce mouvement insurrectionnel qui va éclater en 1936. 36-39, qui est pour les Palestiniens la grande révolution palestinienne. Elle s'est déroulée en 36-39. Parce que souvent les gens disent, mais on ne comprend pas, les Algériens ont fait une guerre d'indépendance, tous les peuples ont fait une guerre d'indépendance, et les Palestiniens. Mais les Palestiniens, ils l'ont fait, leur guerre d'indépendance, les Palestiniens. Ils l'ont faite entre 36 et 39. Elle a été un échec, elle a été écrasée. Grâce aux régimes arabes de la région aussi. Il faut le dire. Mais ça a été un grand mouvement qui démarre en 1936, qui démarre en 1936, et qui démarre par une grève générale. Et cette grève générale, eh bien, elle va ensuite se prolonger en insurrection, en véritable guérilla. Alors évidemment, alors, si vous regardez ça à gauche, Hasnim Al-Qassam, d'accord, qui va donner donc son nom aux fameuses requêtes de... C'est un des instigateurs de ce soulèvement palestinien, Hasnim Al-Qassam, qui est syrien d'ailleurs, qui n'est pas palestinien proprement parlé, qui est syrien, et qui était instituteur, et qui doit quitter la Syrie, parce qu'en Syrie, il combattait déjà les Français du mandat, parce que n'oublions pas qu'en Syrie aussi, il y a tout un mouvement insurrectionnel, notamment une révolution en 1925. D'accord? Donc sa tête est mise à prix par les Français, hop, il passe en Palestine, et il continue le combat, et notamment à Haïfa. Et c'est lui qui va organiser les premiers groupes de Fedaïn à Haïfa. Et donc il a un plan. Ce qu'il veut, c'est d'abord accumuler des armes, il veut entraîner des hommes, il a vraiment un projet précis de révolution. Il ne pourra pas le mener à terme, parce que peu de temps avant qu'il ne passe à l'action officiellement, il est déjà dans les montagnes avec des groupes de Fedaïn, il est surpris par les Britanniques au cours d'un affrontement, et il décide de combattre jusqu'à la mort, lui et ses hommes, le petit groupe avec qui il est.
Et c'est comme ça qu'il va tomber martyr. Et c'est par la suite, alors ça c'est peu de temps, ça va être en 34, et c'est ensuite en 36 que son idée va être reprise. Donc lui, il ne participe pas à l'insurrection de 36, 36-39. Mais son exemple va être suivi, et cette insurrection, elle va être considérable. Elle va être considérable. Toutes les villes de Palestine, les Palestiniens ont fait des réserves pour cette grève générale. Toute la Palestine va être en grève générale contre le projet sioniste et contre les Britanniques. Ils doivent combattre deux ennemis à la fois, les Britanniques et les sionistes, qui sont déjà constitués en milices, qui reçoivent des armes de tout l'Occident, déjà à l'époque. Et donc ils doivent combattre sur deux fronts à la fois. Et ça va être évidemment très difficile. Alors là, on a même des groupes de toute une famille, habillés de pied en cap, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être extrêmement difficile. Ça va être extrêmement difficile parce que les Britanniques, évidemment, vont mettre le paquet. Et là, vous avez le bombardement de Jaffa par l'artillerie de marine britannique. Hein, ça va être des bombardements d'aviation, ça va être des bombardements par la marine également. La Palestine va extrêmement souffrir. Et donc, cette grève générale, alors, le but là est de briser la grève générale des Palestiniens. Tout le port de Jaffa est paralysé. Et ensuite, eh bien, comment il faut... là, voilà. Alors, il y a aussi des manifestations de rue, alors très violemment réprimées. Là, vous avez une manifestation de rue qui est très très violemment réprimée, donc la photo n'est pas terrible, mais vous le voyez, les Britanniques vraiment matraquent et à tout va, et ne font pas dans le détail. Là, vous avez aussi Saïd Al-As, qui est un grand combattant, qui tombera martyr, qui a d'abord combattu pendant la Première Guerre mondiale dans l'armée ottomane. Lui, il est resté fidèle. Hein, il est resté fidèle à l'armée ottomane. Et donc, il faut le savoir, c'est qu'en Palestine, on a des gens qui étaient aussi bien opposés aux Ottomans que des gens qui étaient avec les Ottomans. Donc, du coup, ça va transcender un petit peu ces clivages anciens, la révolte palestinienne. C'est ça qui est intéressant. Hein. Donc, ce n'est pas la continuité forcément du mouvement nationaliste arabe tel qu'il s'exprimait. D'accord ? C'est vraiment le mouvement insurrectionnel de toute une population qui sait que ses jours sont comptés. Et d'ailleurs, il y a un éditorialiste fameux palestinien d'une revue qui paraît après la Première Guerre, dans les années 20, une revue palestinienne qui s'appelle Al-Karmal, qui est le nom de la colline qui est à Haïfa. Et il dit cette chose, il dit au train où les choses vont, eh bien, d'ici 20 ans, on aura perdu notre patrie. Le mouvement sioniste dispose de moyens considérables, il est aidé par toutes les grandes puissances, et nous n'avons qu'une chance. Et si ça continue comme cela, nous allons perdre notre patrie. Et alors on a des colons sionistes qui disent « mais c'est n'importe quoi, vous accusez les juifs de tous les maux, etc. Encore une fois, c'est de l'antisémitisme. » C'est ça qui est absolument... Et ça s'est réellement produit. Voilà. Et c'est terrible parce que les Palestiniens sont parfaitement lucides sur ce qui les attend. Ils sont en train de perdre leur pays, ils savent très bien, alors ils connaissent parfaitement le monde, hein, ils savent très bien ce qui est arrivé à tous les peuples indigènes, ils savent très bien ce qui est arrivé aux Indiens, ils savent très bien ce qui est arrivé. On n'a pas affaire à une population qui était dans son coin. La Palestine était une terre extrêmement connue, extrêmement traversée, où on savait très bien. Il y a déjà une immigration qui est très très importante vers les États-Unis, du Liban et ailleurs. Donc c'est un monde. La Palestine est déjà entre guillemets mondialisée à l'époque, hein, pour dire. Ça, c'est pas une petite enclave qui vivrait dans son coin, et pas du tout. Et donc elle est d'autant plus effrayée parce qu'elle voit arriver à grands pas. Elle est d'autant plus effrayée par ce qu'elle voit arriver à grands pas. Et donc, alors ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que, alors là, il y a quelqu'un quand même qui est absolument très important. Ça, c'est une photo qui date d'après la Seconde Guerre mondiale. C'est Abqad al-Husseini. Alors à l'époque, en 1936, il est combattant. Il est combattant, mais là c'est après-guerre, donc c'est la phase finale en fait. C'est la guerre de 47-48. Hein, mais ça va être aussi un grand combattant, mais il combat, il participe déjà bien sûr à l'insurrection de 36-39. Alors, d'ailleurs, le voilà. Alors, c'est lui, au moment de son mariage. On connaît très peu cette photo, donc voilà, j'ai trouvé. Voilà, bah, lui aussi, il aspirait. Donc, on voit comment il est habillé, donc on est dans notre deux guerres. Voilà, c'est ça les Palestiniens. Donc, c'est ça que les sionistes appellent des sauvages, quelques bédouins qui errent en Palestine. Enfin, je n'établis pas d'échelle de valeur, encore une fois, ils sont habillés à l'occidental. J'en fais pas un critère de droit à la vie ou pas, hein, par rapport aux Indiens. La question n'est pas là. Mais ce que je veux dire, c'est que cette bourgeoisie palestinienne, lui, il fait partie de la bourgeoisie palestinienne, hein, eh bien, elle est aussi liée. Donc il y a un sort commun. C'est toute une société qui va disparaître. Donc l'argument sioniste disant qu'ils apportaient là-bas la révolution, comment le développement, etc., est un mensonge total. Les Palestiniens n'avaient absolument pas besoin des sionistes pour se développer.
Si tant est que ce soit un argument, évidemment, ça n'en est pas un. Voilà. Toujours est-il que c'est comme ça que les sionistes vont pouvoir prospérer à l'ombre de l'Empire britannique, et pas autrement. C'est un mouvement qui n'a pu prospérer que grâce au colonialisme occidental, tous les colonialismes, et même avec tout cela, je le dis et je le répète, ça a été un échec. Et c'est vraiment à partir de la fin des années 30 que les sionistes vont commencer. Alors au niveau des chiffres, c'est intéressant. Habituellement, donc il y a plusieurs alias, ça veut dire enfin, les aliotes au pluriel. Enfin, ce sont les arrivées d'immigrants juifs, on appelle ça donc des aliotes, enfin une alia des aliotes. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est vraiment à partir de 1929, avec le développement de l'antisémitisme, et bien sûr avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, que là, ça va se décoincer, on va dire, parce que c'est 250 000 immigrants qui arrivent entre 1929, c'est 250 000, pardon, d'abord 80 000 immigrants qui arrivent entre 24 et 28, 80 000 immigrants qui arrivent, de Pologne principalement, qui fuient l'antisémitisme, et c'est surtout à partir de 29, entre 29 et 39, 250 000 immigrants qui viennent d'Allemagne. Alors ces immigrants, ils viennent d'Allemagne, vous le savez. Hannah Arendt évoque ça dans un livre qui s'appelle Eichmann à Jérusalem. Ce sont des immigrants qui viennent... alors, d'abord, au départ, ils viennent d'eux-mêmes parce qu'ils fuient l'antisémitisme, mais ensuite, une partie d'entre eux vont venir à la suite d'un accord qu'il va y avoir entre le gouvernement allemand, donc hitlérien, et l'exécutif sioniste. D'accord? C'est un accord qu'on appelle l'accord d'Havara. Havara, ça veut dire transfert en hébreu. Et le but était de transférer 500 000 juifs allemands vers la Palestine. Alors, ça ne pourra pas être réalisé. Une partie seulement seront transférés. Alors, c'est un transfert qui consiste à dépouiller les juifs de leurs biens. C'est-à-dire que tout juif qui va quitter l'Allemagne, donc Hitler est au pouvoir, tout juif qui va quitter l'Allemagne doit laisser sur place ses biens, tous ses biens. Et ces biens sont convertis en matériel allemand, qui ensuite est exporté vers la Palestine. Donc ça permet à l'Allemagne, d'une part, de contourner le boycott que l'Allemagne commence à subir à cause de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Il y a un boycott international qui est organisé autour de l'Allemagne, contre l'Allemagne. Donc du coup, l'Allemagne peut vendre ses machines-outils, et l'Allemagne, c'est un pays très industriel et qui vend beaucoup de machines-outils déjà à l'époque. D'accord? Eh bien, l'Allemagne pourra vendre ses machines-outils à qui? À la Palestine. Et comment ça sera payé? Ça sera payé avec les fonds juifs qui restent en Allemagne. Donc non seulement les juifs quittent l'Allemagne, le but est d'expulser les juifs d'Allemagne vers la Palestine, mais dans des trains dans des trains escortés par la Gestapo vers la Palestine, à travers la Turquie, pardon. Et donc le but est en même temps pour l'Allemagne d'éviter ce boycott et de pouvoir vendre ses productions industrielles. Donc le mouvement sioniste va permettre au régime allemand de contourner le boycott et de mettre en échec le boycott. Ça, c'est intéressant, parce qu'au moment où dans le monde, il y a un boycott qui est organisé contre l'antisémitisme des nazis, on voit que le mouvement sioniste, lui, au contraire, il va dans ce sens. Et au contraire, il permet aux nazis, enfin au gouvernement allemand, de contourner ce boycott. Alors c'est important parce que c'est là que vont arriver toute une masse d'Allemands, qui sont en général des populations qui n'ont rien à voir avec les populations de Slaves. Ce sont des gens qui sont intellectuellement d'un niveau élevé, ce sont des techniciens, et ça va être un apport considérable pour le Yishuv. Le Yishuv, c'est le nom que l'on donne à l'État juif en gestation. On appelle ça le Yishuv. Ça va être donc un apport de techniciens, ça va être un apport de cadres très important, et qui va effectivement permettre au secteur économique juif, parce qu'en Palestine, on a vraiment deux secteurs économiques qui ne vont jamais se croiser. Le secteur économique arabe et le secteur économique juif. Selon le principe que je vous ai dit tout à l'heure, terre juive, travail juif. D'accord? La terre doit être uniquement juive, jamais vendue à un arabe. Ce sont des directives très claires. Jamais employer un arabe, on n'emploie que du travail juif. Et un apartheid va être donc mis en place, qui empêche absolument tout contact entre les populations. Alors quand les sionistes disent, alors ça c'est un argument qui est souvent donné, les sionistes disent la richesse apportée par les immigrants en Palestine, c'est cela qui va faire venir de toute la région du Moyen-Orient des immigrants arabes vers la Palestine, parce que les sionistes, un de leurs arguments, c'est de dire, en fait, la Palestine, elle a été peuplée par des Arabes de la région. Elle était vide, mais elle a été peuplée par des immigrations arabes de la région. Et qu'est-ce qui a fait venir cette immigration arabe de la région? Eh bien, la soudaine richesse apportée par les sionistes. Bon, évidemment, c'est un mensonge total. Entre autres, pour cet argument, il y a vraiment deux secteurs économiques totalement distincts. Et au contraire, des études ont prouvé
que toute la fiscalité, parce que les Britanniques font payer des impôts, hein, évidemment, les Arabes sont les plus nombreux, ce sont eux qui payent le plus d'impôts, qui apportent le plus d'argent. Et en fait, c'est cette fiscalité arabe qui va être reversée au secteur économique juif, au niveau des routes, au niveau de tout cela. Et c'est exactement le contraire qui se passe. Donc c'est assez intéressant de battre en brèche cet argument. Donc voilà comment effectivement ça se passe, comment Alors là, on a ça, vous avez là une des affiches d'une des composantes, parce que le mouvement sioniste lui-même a différentes composantes. Et là, c'est ce qu'on appelle l'Irgun Zvaïlomi, c'est l'Irgun. L'Irgun Zvaïlomi, et dont le chef de file était Jabotinsky. Jabotinsky, qui était admirateur de Mussolini d'ailleurs, il faut savoir, parce que lui aussi est un nationaliste, etc. Et à Paris, il participe à un meeting pour Mussolini, on a les références exactes. Alors, il n'aime pas Hitler évidemment, mais il aime beaucoup Mussolini. Et donc, du coup, eh bien, lui, il est contre le retrait de la Transjordanie de la Palestine. Lui, il revendiquait tout. Palestine, cisjordanienne, enfin de l'autre côté du Jourdain, et la Palestine transjordanienne, d'accord, le côté est du Jourdain. Il revendiquait la grande Palestine historique. Et donc, il est opposé aux Britanniques. Il est opposé absolument aux Britanniques à cause de cela. Hein, donc là, c'est une de ses affiches de propagande, avec le fusil. Donc voilà, c'est pour montrer les aspirations pacifiques du mouvement sioniste en Palestine. Là, on est dans l'entre-deux-guerres. C'est toujours intéressant d'avoir en tête, parce que, voilà. Alors, on a aussi... Voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que là-dessus, ça, c'est assez intéressant. Concernant donc cette grande révolte palestinienne, alors ça, c'est intéressant, j'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps. Vous comprenez ce qui se passe? Alors, ce sont deux Arabes qui sont évidemment là-bas. Et là, c'est une voie ferrée. Hein. C'est une voie ferrée. D'accord? Et là, ce sont des Britanniques. Britanniques et avec leurs auxiliaires sionistes. Ce sont des otages qui sont devant le train. Comme ça, on ne peut pas attaquer le train. Extraordinaire, non? Fabuleux. Alors, c'est intéressant de voir que les sionistes font pareil aujourd'hui en Palestine. Vous savez, c'est une pratique qui est faite actuellement. Hein. Ça a été fait en Cisjordanie actuellement. Très souvent, c'est arrivé, ils attachent des militants sur des jeeps pour éviter que la jeep ne soit l'objet d'attaque. Il y a des photos là-dessus. C'était déjà fait. En fait, ils ont repris des méthodes anglaises. Ce sont des otages. Ils sont devant. Regardez bien. Là, c'est solidaire. Il y a un bras là qui relie cette espèce de petite carriole. Et là, c'est une voiture blindée qui est montée sur rail. C'est une voiture blindée qui est montée sur rail. Vous voyez, c'est extraordinaire. Hein, voilà. Et on a donc ces deux Arabes qui sont là. Parce que la guérilla, évidemment, elle va faire comme toutes les guérillas du monde. Elle attaque les trains, elle attaque les casernes anglaises. Partout, c'est une révolte extraordinaire, la révolte de 36-39, qui est trop mal connue. Et on comprend pourquoi personne n'a intérêt à la faire connaître. Puisque c'est l'expression même de la revendication palestinienne, de son mouvement, de son aspiration à l'indépendance, etc. Et c'est uniquement parce qu'il a été brisé que l'État d'Israël a pu se créer. Et ce n'est pas parce que... D'ailleurs, les principaux chefs de cette rébellion, alors, il y a des partis qui existent, les Palestiniens avaient une vie politique très importante, il y avait le parti de l'Istiklal, il y avait le parti de l'unité, etc. Et donc il faut savoir que les principaux dirigeants vont être arrêtés, vont être pendus, vont être mis en prison, et la plupart d'entre eux vont passer la Seconde Guerre mondiale dans des camps aux îles Seychelles, dans des camps de concentration aux îles Seychelles. Il y a des photos. On va les envoyer là-bas. Ils vont passer toute la Seconde Guerre mondiale dans des camps aux îles Seychelles. Et c'est ce qui fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, mais c'est une autre histoire, on verra ça plus tard, et bien c'est ce qui fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, et bien effectivement, les Palestiniens se retrouvent complètement décapités en termes politiques. Toute la direction a été décapitée, réellement. Le grand Moufti, on le connaît, il a dû fuir. Alors le grand Moufti, alors c'est assez intéressant, juste un petit mot sur le grand Moufti qui fait couler beaucoup d'encre du côté des sionistes, puisque c'est soi-disant la preuve de l'alliance entre les nazis et les Arabes. Le grand Moufti, lui, c'est un dignitaire qui au départ est pro-anglais. Il est totalement pro-anglais, il croit aux Anglais. D'ailleurs, les Anglais, ce sont eux qui ont créé la charge de grand Moufti qui n'a jamais existé. Hein. En Palestine, elle n'existait pas, la charge de grand Moufti. Hein, c'est comme certains imams autoproclamés en France actuellement, que ce soit dans la banlieue parisienne ou du côté de Marseille, se voient dotés de Moufti de Marseille. J'ai appris ça, qu'il y avait un Moufti de Marseille, c'est ça, non? Et puis j'ai appris aussi qu'à Drancy aussi, il y a un certain imam qui... Bon, c'est une méthode qui est ancienne, hein. On invente une charge comme ça. Alors le grand Moufti, au départ, c'est un dignitaire, donc il est pro-anglais, il n'y a aucun problème, sans complexe. Et quand il va se rendre compte de ce que l'Angleterre fait réellement, donc il va changer totalement d'opinion. Il va se retourner contre les Britanniques.
il va se retourner contre les Britanniques, lui aussi se rend compte qu'il a été dupé, et Ilyas Sambar a cette phrase concernant le grand moufti. Alors après, on peut aimer ou non le personnage, après, avec ses amitiés, évidemment, on connaît la suite, qu'il faut tout à fait relativiser, totalement amoindrir, parce que... Mais toujours est-il qu'il a cette phrase, Ilyas Sambar, le grand moufti, vous savez, doit quitter la Palestine. Sa tête est mise à prix. Tous les dirigeants arabes ont été arrêtés. Les Anglais le pourchassent, et il sait le sort qu'il risque de subir, c'est la pendaison tout simplement. Donc évidemment, il s'enfuit. Il réussit à s'enfuir et à passer en Syrie. À l'époque, il y a une petite période de bisbille entre les Français et les Britanniques. Donc il met ça à profit, il se réfugie en Syrie. Mais du coup, comme les relations se rétablissent entre les Français et les Britanniques, les Français lui disent de déguerpir. On est quelque temps avant la Seconde Guerre mondiale, les Anglais et les Français voient arriver la conflagration, et donc du coup, eh bien, il doit partir, il doit quitter la Syrie. Il ne peut pas aller en Irak, évidemment, c'est sous domination britannique. Il ne peut pas aller en Égypte, c'est sous domination britannique. Il ne peut pas aller au Liban, c'est sous domination française, ni en Syrie. Donc il n'a pas tellement le choix, c'est comme ça qu'il va aller vers les terres, vers l'Allemagne, tout simplement. Alors, peu importe le personnage. Mais toujours est-il que Ilyas Sambar a cette phrase, il dit, en fait, c'est le premier Palestinien à avoir expérimenté l'exil. Et oui, effectivement, c'est le premier Palestinien. Alors, il préfigure ce qui va être le sort de pratiquement tout le peuple palestinien, quelques années plus tard, après la Seconde Guerre. Et c'est ce côté terrible, parce que quasiment prophétique dont parlait ce journaliste palestinien d'Al-Karmal dans les années 20, que le grand moufti est en train en fait de subir, enfin c'est ce qu'il subit alors, juste au niveau en termes de photos, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont assez inédites. Alors là, c'est assez intéressant. Vous voyez cette photo? C'est la révolte de 36-39. Et c'est une femme, derrière une mitrailleuse. Une Palestinienne. Des femmes qui combattaient déjà. Donc on n'a pas attendu, vous savez, la modernité juive, les femmes qui combattent et tout. Ben non, les Palestiniens aussi, les femmes combattent. D'ailleurs, j'ai une autre photo, mais c'est après la Seconde Guerre, où pareil, on voit une femme sous l'uniforme de sergent d'ailleurs, de la garde civile palestinienne, qui est aussi une arme à la main et qui combat. Donc on a vraiment toute une population qui combat. Hein. Ce n'est pas quelques élites, quelques militants. Toute une population qui n'a aucune espèce d'illusion sur le sort qui l'attend. Et c'est ça qu'il est important de montrer. Qui n'a aucune espèce d'illusion sur le sort qui l'attend. Et donc, on a les femmes, les enfants, les personnes âgées, tout le monde combat, vous voyez, et c'est vraiment important. Alors là, ça c'est intéressant. Ça, alors, ce ne sont pas des Arabes, hein, ce sont des sionistes. C'est la garde des kibbutz, enfin des colonies, les kibbutz. Hein. Et c'est assez intéressant parce que c'est Ord Wingate, c'est lui. Alors, il n'est pas juif, il est britannique. Et Ord Wingate, alors les Israéliens disent, enfin les militaires israéliens disent, tout militaire israélien digne de ce nom a comme référence Ord Wingate. Je crois que Ord Wingate est un fou sadique, mais réellement, qui s'est fait connaître par son sadisme à l'encontre des Arabes, mais réellement. Il a organisé ce qu'on appelle les Special Night Squads, quelque chose comme ça, c'était des escadrons spéciaux de la nuit, qui allaient attaquer les villages arabes et qui égorgeaient, mais réellement, les habitants. C'était l'entraînement. Hein. Toute personne tout candidat à ces groupes de combat, eh bien, devait déjà expérimenter cela et devait déjà se faire la main sur des villageois qu'on allait assassiner, mais vraiment dans leur lit la nuit, comme ça. Et il mourra par la suite. Ord Wingate. Mais on peut dire que c'est lui qui a donné son esprit, réellement à ce mouvement militaire. Et donc il est là et il était très fier de lui. Et donc c'est des commandos de la nuit. Et je crois que Sharon s'est beaucoup inspiré. Ariel Sharon s'est beaucoup inspiré de Ord Wingate. D'ailleurs, Ord Wingate en Israël, il est vraiment vénéré. Il y a son portrait partout. Et voilà. Bon, voilà. C'était un Britannique non juif et qui était admirateur du mouvement sioniste. Et voilà. Donc c'est assez intéressant également. Alors là, cette photo, elle est assez intéressante. Alors on voit aussi. Alors, ça c'est à Acre. C'est devant la prison d'Acre. On est en 1930 et ce sont 3 patriotes palestiniens qui sont pendus. Alors les Britanniques ont poussé le vice jusqu'à les pendre un par un, l'un après l'autre, pour que chacun assiste à l'exécution de ce qui précède. Et dans l'espoir de les faire craquer. Aucun ne va craquer. Ils vont mourir très courageusement. Voilà. Et l'ordre d'exécution sur eux, écrit en arabe, de façon à ce que ça serve
d'exemples. On est avant la révolte de 36, mais déjà en 1930, évidemment, il y a déjà des premiers mouvements et des militants qui sont arrêtés, des militants qui combattent, etc. Voilà, donc ça c'est important aussi de le montrer. Voilà, ils sont exhibés comme ça. Voilà, donc on est loin. Là, ce sont des prisonniers arabes lors de cette révolte. Regardez, qui sont attachés par la main comme ça. Et ce sont des photos assez émouvantes parce qu'il y a très peu de choses qui ont été faites sur cette révolte de 36-39. Et elle est vraiment déterminante. C'est que le mouvement sioniste prétend toujours qu'il se serait installé finalement, bon, puis grosso modo. Non, non, non. Ça a été au prix de l'écrasement de tout un peuple, avant et après la Seconde Guerre mondiale. Et je le dis aussi parce que souvent, on entend dire, y compris chez les nôtres, y compris chez les nôtres, on entend dire, oui, mais les Palestiniens, pourquoi? Non, non, pas du tout, les Palestiniens. C'est un combat qui dure depuis plus d'un siècle. Et qui n'a jamais cessé jusqu'à aujourd'hui. Alors ça, c'est un passeport palestinien. Alors, passeport palestinien, alors ça fait toujours plaisir de voir le mot Palestine comme ça sur un passeport, mais c'est britannique, évidemment. C'est la Palestine britannique, la Palestine mandataire. Mais c'est important de le montrer parce que les sionistes, et on le verra par la suite, ne peuvent pas créer un État. Enfin, ils n'ont pu créer l'État, et là on est aussi devant un déni de justice total, il y a des juristes qui devraient se pencher sur ce cas, c'est qu'en fait, d'un point de vue juridique, on ne peut pas créer un État, on ne peut créer un État qu'en abolissant un autre État qui existait déjà. Mais juridiquement, il y a un problème. Le mandat sur la Palestine des Britanniques était un mandat ça devait durer 20 ans. Le mandat est mis en place en 1922. Sur une période de 20 ans, que dit le mandat? Que dit le règlement des mandats? Les Britanniques vont administrer cette terre, comme les Français d'ailleurs en Syrie et au Liban. C'était le même mandat. Bon. Eh bien, les Britanniques vont administrer la Palestine pendant une durée de 20 ans, et à l'issue de ces 20 ans, le peuple pourra s'autodéterminer. C'était ça, la règle. Donc, à l'issue des 20 ans, en 1942, il aurait dû y avoir un référendum en Palestine, qu'aurait demandé son avis à toutes les populations réunies, sans distinction évidemment, sans apartheid, et simplement, la Palestine aurait donc accédé à l'indépendance, comme n'importe quel État sous mandat. On connaît la suite, évidemment. Là aussi, non seulement ce règlement des mandats était totalement usurpé, était un non-sens en termes de droit, on ne voit pas pourquoi on a imposé un mandat aux Arabes à l'issue de la Première Guerre mondiale, il n'y a absolument aucune raison à cela. Mais en plus, même ce règlement n'a pas été appliqué, n'a pas été respecté, puisqu'on est en 1942, il y a la Seconde Guerre mondiale, et évidemment, on ne va jamais demander aux Palestiniens, effectivement, d'exercer leur droit à l'autodétermination, on va les empêcher, et donc on va créer un État d'Israël, alors que les structures juridiques de l'État de Palestine n'ont jamais été abolies. Pour qu'elles puissent être abolies, il aurait fallu un référendum dans toute la population palestinienne qui disent, voilà, on abolit cet État de Palestine et on crée autre chose à la place. Ça n'a jamais été le cas. Bon, ça c'est un des multiples dénis de droit qu'il y a dans cette affaire, qui est vraiment de A à Z, complètement tronqué. Enfin, le droit a été complètement bafoué de A à Z. Alors, actuellement, l'État d'Israël, enfin c'est un des motifs qui fait que l'État d'Israël n'a pas de légitimité réelle. Alors là, vous avez simplement Herzl qui est en ligne occidentale. Voilà. Alors, tout ça pour dire que cette Palestine, donc, ce mouvement sioniste, plutôt, n'est pas comme l'affirme, alors le fameux livre, parce qu'à l'origine d'un petit peu de cette conférence, il y avait aussi l'idée de répondre à un livre des SOS Racisme, qui s'appelle « Le sionisme expliqué à nos potes ». Le sionisme expliqué à nos potes, alors avec un titre tout à fait intéressant, on s'en rend compte, qui est même alléchant. On est pressé de savoir, vraiment de connaître les délices du sionisme. Les délices du sionisme, ça pourrait être le nom d'une boutique finalement, aux délices du sionisme. Hein. Et donc, parce que vraiment, on est vraiment impatient, ça a l'air succulent même. Et alors donc, c'est un ouvrage, vous le savez peut-être, qui a été fait au début des années 2000. Et dedans, donc c'est un ouvrage collectif, il y a l'inévitable BHL dedans, il y a des gens comme ça, il y a Charby, Denis Charby, prof d'histoire, qui était prof d'histoire à Paris d'ailleurs, grand sioniste aussi. Il y a, comment s'appelle-t-il
Klugman, c'est ça, Klugman, notre ami Klugman, hein, c'est notre ami bien sûr. Il est indispensable maintenant, chacun doit avoir son Klugman dans la poche parce qu'il sert à tout le monde. Il sert au CRIF, il est partout, il proteste contre... Il arrive même qu'il proteste contre l'islamophobie, oui, je vous assure. Bon bref. Et puis il y a Adil Jazouli, militant marocain de gauche, qui participe à cet ouvrage et qui effectivement est très fier. Alors c'est assez intéressant parce que c'était un militant de l'USFP, la gauche marocaine. Et Adil Jazouli, qui maintenant est au ministère de la Ville, qui travaille au ministère de la Ville en France, et qui est très content et qui lui aussi participe à cet ouvrage de façon à faire connaître aux jeunes beurs, comme il dit, qu'il qualifie d'ignorants dans son livre, dans cet article qu'il consacre dans son livre. Il faut le lire, hein, dans le sionisme explique à nos potes, il les qualifie d'ignorants, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le sionisme. Hein. Il dit même analphabète politique. Il traite ces jeunes qui sont pro-palestiniens comme ça, selon lui, de façon un petit peu viscérale. Il les traite d'analphabètes politiques. Non, mais il a des mots extrêmement tendres pour quelqu'un qui travaille au ministère de la Ville. C'est bien, ça fait plaisir. Nous sommes entre de bonnes mains. Et donc, du coup, bah voilà. Et c'est fabuleux. Donc, c'était aussi une tentative. Alors, les arguments sont tellement médiocres et sont tellement, au plan historique, tellement débiles que c'est même pas la peine de reprendre. Mais l'argument principal, alors il y a aussi Elie Barnavi dedans, que vous connaissez tous, qui a été donc ambassadeur d'Israël en France. Et voilà. Et l'argument est tout simple, c'est le mouvement sioniste, c'est un mouvement nationaliste, comme tous les autres, un mouvement de libération. Tous les juifs, tous les peuples de la terre ont droit à leur nation, premièrement. Deuxièmement, les juifs constituent une nation. Donc les juifs ont droit de se constituer en nation. Or, je vais vous dire une chose. Ça n'est pas notre affaire. Si les juifs veulent se constituer en nation, ça les regarde. Donc je pense qu'il faut toujours éviter de rentrer dans cette... Parce qu'une nation est toujours artificielle de toute façon. Et on peut créer une nation à partir de n'importe quoi, n'importe où. Même sur Mars, si c'est possible. Oui, la nation est quelque chose de très, très récent dans l'histoire. Ça a à peine 2 siècles. L'idée de nation. Et donc, il ne faut jamais, à mon avis, enfin, il y a un écueil à éviter, c'est de rentrer dans l'histoire. Est-ce que c'est un peuple? Est-ce que c'est pas un peuple? Une nation? Ça ne nous concerne pas. Nous, ce qui nous concerne, c'est qu'on n'en a rien à faire, mais jamais en Palestine. Où ils veulent, sur Mars, sur la Lune, n'importe où. Mais la Palestine, c'est autre chose. On n'a pas le droit d'occuper la terre d'un peuple, quel que soit le projet. Donc c'est aussi simple pour répondre, parce que c'est un piège. Parce que dès l'instant où on commence à vouloir leur répondre en disant « Non, les Juifs ne constituent pas un peuple », je pense qu'il n'y a pas de peuple juif en tant que tel, mais en même temps, il y a une communauté culturelle, etc. Mais ça ne me regarde pas, à la limite. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. C'est un faux débat, à mon avis. C'est un faux débat où on risque de s'enliser, en plus. Le véritable débat, c'est qu'est-ce qui donne l'autorisation à quelqu'un de prendre la terre d'un peuple, quel que soit le motif. Quel que soit le motif. Et c'est là-dessus, c'est que de toute façon, la colonisation de la Palestine, quel qu'en fût l'auteur, est une usurpation de terre, est un crime, c'est un crime que rien ne pourra justifier jusqu'à la fin des temps. Et j'espère qu'avant la fin des temps, on aura une issue heureuse. Mais bon, après tout, vous me direz, après il y aura la bataille d'Armageddon, etc., comme on disait au début, et puis on a peut-être nos chances, je ne sais pas. Nous sommes les... Alors, je vous le dis tout de suite, vous êtes mal partis. Tel que je vois les têtes, là, généralement, c'est les forces du mal, ici. Hein. Bon, hein, généralement, à mon avis, là, vu vos têtes, c'est les forces du mal. Vous n'êtes pas dans les forces du bien. Vous savez, les forces du mal, forces du bien. Donc, bon, alors, toujours est-il que vous êtes considérés comme les forces du mal. Donc, toujours est-il que le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'effectivement, il s'agit d'un mouvement qui, d'emblée, est venu pour prendre la terre d'un peuple qui était sur sa terre depuis toujours, et avec des prétentions, on le voit, complètement aberrantes. Et le plus incroyable, c'est que c'est l'attitude de l'Occident. En ce sens, le mouvement sioniste n'aurait jamais pu réussir sans l'énorme soutien, non seulement l'énorme soutien, mais l'action des puissances impérialistes, qui en même temps, eh bien, on va s'en rendre compte davantage, on s'en rendra compte davantage, même encore avec la seconde partie plus tard, le 9, eh bien, va réellement se débarrasser de ces populations juives. Donc c'est aussi le fruit de l'antisémitisme européen. Le sionisme est le fruit du nationalisme et du colonialisme européen, tout imbu de cette pensée de supériorité occidentale, mais c'est aussi le fruit de l'antisémitisme européen. Et d'ailleurs, on le voit bien actuellement, puisqu'on voit bien comment le gouvernement israélien joue à chaque fois sur les peurs, sur le fait de faire peur aux Français de confession juive, pour les inciter à partir, etc. Et à chaque fois, il envoie des émissaires. Vous savez que c'est le cas actuellement. Le prochain réservoir, c'est la France. Parce que la France, c'est très tentant pour le mouvement sioniste. C'est très tentant pour le mouvement sioniste, la France, parce que c'est une population sioniste, c'est la deuxième population sioniste la plus importante au monde,
après les États-Unis. Il y a aussi, il y a encore des juifs en Australie, il y a encore des juifs, mais c'est vraiment la France. Et donc, du coup, il est très important pour le gouvernement israélien de faire venir des éléments blancs, parce qu'évidemment, bon, il y a d'autres juifs un peu partout dans le monde, hein, il y en a même en Inde, etc., paraît-il. Mais bon, c'est pas terrible, hein, c'est pas des blancs, quoi. Bon, alors donc, par contre, en France, c'est bien, c'est un bon matériau, et donc voilà. Donc voilà un petit peu où on en est. Voilà, ça, ce sont des rebelles palestiniens en 36-39 toujours, c'est la guérilla palestinienne. Donc c'était une guérilla qui se faisait par tous les moyens possibles. Voilà, on a encore ces photos d'illustres combattants. Que sont-ils devenus? On peut se poser la question, que sont-ils devenus? Et surtout, il faut savoir que beaucoup vont ensuite rempiler, si je puis dire, après la Seconde Guerre mondiale, malgré tout, puisque là encore, ils vont essayer de se reconstituer au cours de cette... mais c'est une autre histoire, j'ai pas envie de déborder. Au cours de cette fameuse guerre de 47-48, qui est ignorée. On connaît la guerre de 48-49 entre Israël, nouvellement créé à partir du 15 mai 48, et les États arabes, mais tout le monde ignore le principal, qui est la première guerre entre les Palestiniens seuls et les sionistes, et qui se déroule entre décembre 48 et le 15 mai 1948. Entre décembre 47, pardon, et le 15 mai 1948. Voilà. Et donc, un certain nombre de ces combattants vont reprendre le flambeau, notamment Abqad al-Husseini, qui va périr d'ailleurs, qui mourra à cette occasion. Et c'est sa mort qui va surtout être le plus démoralisant. Alors, là, c'est une pièce de monnaie de Palestine, toujours, 1927, écrite dans les 3 langues, vous voyez, arabe, anglais, hébreu. À l'époque où les Anglais voulaient enfin, disons, continuer avec cette fiction d'État d'État tricéphale, hein, donc arabe, britannique et hébreu, enfin, voilà. Mais bon. Et donc, du coup, alors là, ça c'est intéressant. Voyez-vous, que voyez-vous là? C'est complètement en faux semblant. Voilà, ce sont des sionistes, mais habillés en arabe. Alors pourquoi? Parce qu'au départ, alors là c'est assez intéressant, on en parle souvent entre nous, parce que c'est un symptôme, on va dire, blanc occidental, c'est l'idée d'être plus indigène que les indigènes. Et on a vu ça, il y a un film qui, bon, on le dit souvent pour rigoler, mais c'est vrai que c'est tout à fait sérieux. Il existe un film qui s'appelle Danse avec les loups, que vous connaissez peut-être, qui est vraiment l'archétype de cette volonté du blanc d'être plus indigène que l'indigène. Qu'a-t-on dans ce film? On a un blanc, Kevin Costner, qui prétend être meilleur indien que les Indiens. Hein, vous vous souvenez? C'est lui-même qui, à un moment, vous vous souvenez, il y a cette espèce de cérémonie de baptême, là, puisqu'il entre dans une mare, en blanc, il en sort indien. Véritable baptême. Et donc, du coup, eh bien que se passe-t-il? Il habille avec des habits indiens. Il devient un très bon indien, d'ailleurs. Tellement bon indien que c'est lui qui apprend aux Indiens à coller sa tête contre le sol, vous vous souvenez, pour entendre arriver le troupeau de bisons. Parce que les Indiens, depuis 5000 ans, ils ne le savaient pas, ça. Et donc, ils ont entendu Kevin Costner qui est venu leur apprendre. Et bon, alors alors c'est génial, toi, les Indiens, ils sont tout contents, du coup, l'homme blanc est gentil, il nous a appris à entendre arriver le troupeau de bisons. Et ben en Palestine, c'était pareil. Il y a cette idée, alors vous seriez étonné, parce qu'il y a des tas de photos comme ça, on voit des cavaliers, mais on dit, ben, ce sont des bédouins. Non, non, ce sont des... Quand le colon arrive, qu'il a pris la terre, qu'il a pris l'air, qu'il a pris les fruits du pays, qu'il a tout pris, il a pris les maisons. La cuisine même, absolument. Il n'est pas content, il ressent un malaise. Il sait qu'il lui manque quelque chose. Qu'il a énormément de mal à avoir, parce qu'il sait très bien qu'il est encore illégitime. Il lui faut l'âme de l'indigène. Et il sait très bien que tant qu'il n'aura pas l'âme de l'indigène, il ne sera pas légitime. Et on pourra mettre en question sa légitimité. Et là, c'est une façon d'essayer d'avoir l'âme de l'indigène. Vous voyez? On s'habille comme lui. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et on a ce mouvement également aux États-Unis. Bah, vous le savez, on ne compte pas les... Regardez, prenez les noms des équipes de foot, de football, de basket. Quels les noms? Les Redskins, etc., tout cela. Ils prennent même des noms de tribus indiennes. Jusqu'au terme, vous savez, Ku Klux Klan, le Ku Klux Klan, de sinistre référence. Qu'est-ce que ça veut dire? Clan, on sait ce que ça veut dire, bon, clan, mais Ku Klux. Personne ne peut dire ce que c'est. Ben, c'est de l'indien. C'est du langage indien. C'est pour prouver qu'ils sont légitimes et authentiques sur cette terre.
plus que les Noirs. C'est extraordinaire. Hein, et toujours cette volonté de prendre l'âme de l'indigène. En Algérie coloniale, qui sont les Africains? Qui sont les Algériens d'abord? Ce ne sont pas les musulmans. Les colons se disaient Algériens. Mais même le chant, c'est nous les Africains, qui est le chant de la Légion. C'est extraordinaire. C'est nous les Africains qui revenons de loin. Vous savez, c'est le fameux chant de la Légion. Mais qui est-ce qui chante ce chant? Ce sont des légionnaires blancs. Il y a toujours cette volonté d'être plus indigène même, encore, que l'indigène lui-même. Et donc c'est ça, c'est cette volonté d'avoir l'âme. Et c'est cette âme, donc locale, après laquelle les sionistes courent encore. Et ils ne peuvent pas, alors quand ils ne peuvent pas prendre cette âme, donc il faut éliminer l'indigène, totalement, l'éliminer. Parce qu'il sera toujours la preuve marquante de l'illégitimité du peuplement. Voilà.